La faucheuse est connue comme l'être qui guide les âmes des morts. Le dieu de la mort avait déclaré que tout faucheur qui parviendrait à guider 10 000 âmes serait récompensé par un seul vœu. Après un certain temps, un tel faucheur se tenait devant le dieu de la mort qui lui demanda s'il avait finalement réussi à collecter les 10 000 âmes. Le faucheur nommé Kai répondit par l'affirmative. Le dieu de la mort lui assura alors qu'il tiendrait sa promesse et lui accorderait n'importe quel vœu qu'il désirerait. Le souhait de Kai fut surprenant car il demanda à quitter son emploi de faucheur. Le dieu de la mort fut déconcerté par cette demande, lui expliquant qu'abandonner son statut de faucheur signifiait que sa raison d'être disparaîtrait et que son destin serait l'anéantissement complet. Mais Kai, qui avait atteint un niveau d'épuisement insupportable, répondit que ce destin lui convenait parfaitement. Sur sa demande, le dieu de la mort accepta de l'accorder. Et à ce moment-là, l'existence de Kai était censée disparaître complètement. Mais contrairement à ses attentes, il se retrouva à rouvrir les yeux. Il était allongé sur un lit tandis qu'un homme et une femme l'appelaient avec impatience jeune maître Cien, exprimant leur joie qu'il ait enfin repris conscience. La femme se précipita pour informer le comte tandis que l'homme essayait de vérifier son état et de lui demander s'il ressentait une gêne. Kai regarda le corps de Cien avec ses cheveux blancs et ses yeux violets, déconcerté et se demandant pourquoi il était revenu à la vie après avoir souhaité l'anéantissement. Pour comprendre ce qui se passe, la scène remonte 17 ans en arrière, dans une forêt sombre la nuit, où deux hommes armés ont réussi à trouver une esclave en fuite et son enfant. Les hommes ont parlé grossièrement à la mère, affirmant qu'elle se trompait si elle pensait pouvoir leur échapper. La mère les supplia en larmes, admettant son erreur, motivée par sa crainte que son enfant ne vive une vie d'esclavage comme elle. Elle les supplia de la tuer s'ils le souhaitaient, mais de laisser son enfant tranquille. Un des hommes lui dit froidement de ne pas s'inquiéter. Il ne tuerait pas l'enfant. Puis ajouta avec un sourire cynique, se demandant pourquoi il tuerait un atout précieux. Il expliqua d'un ton dur qu'il prendrait l'enfant et l'esclaverait jusqu'à la mort, comme sa vie l'avait été. La mère s'effondra en imaginant le sort brutal qui attendait son bébé, à qui elle avait espéré donner une vie digne en tant qu'être humain. Au plus profond de son désespoir, elle s'interrogea sur la raison de leur vie misérable et éleva la voix en prière, implorant toute puissance, que ce soit un dieu, un ange ou même un diable, d'intervenir et de sauver son enfant. À ce moment-là, un homme mystérieux à l'apparence majestueuse émergea, appelant la mère par son nom, Miru. Les deux soldats furent surpris par son apparition et lui demandèrent qui il était et qui l'avait envoyé. L'homme les ignora et leur dit poliment qu'il n'avait pas beaucoup de temps et qu'il parlerait d'abord avec la femme, puis répondrait à leurs questions. Les soldats sentirent un frisson froid leur parcourir l'échine comme s'ils étaient sur le point de mourir. L'homme mystérieux passa d'un pas assuré devant les soldats terrifiés et se tint devant Miru, qui était agenouillé sur le sol, serrant son enfant dans ses bras. Il lui offrit un marché, promettant de lui accorder un vœu. Et en retour, elle devait lui donner une chose qu'il voulait. Il révéla ensuite sa demande, lui demandant de lui donner son âme. Alors que Miru tenait son enfant, elle murmura son dernier vœu à l'homme mystérieux qui se tenait devant elle. Après l'avoir écouté, l'homme, entouré d'une aura céleste, déclara qu'il comprenait son désir et que le contrat entre eux était scellé. À ce moment-là, un sourire de contentement apparut sur le visage de la mère alors qu'elle serrait son bébé dans ses bras avant de tomber sans vie sur le sol tandis que l'homme prenait l'enfant dans ses bras. Quand les soldats virent la scène, ils crièrent à l'homme en demandant ce qu'il faisait, insistant sur le fait que l'enfant était leur propriété, et lui ordonnant de le laisser et de partir immédiatement. Mais l'homme, tenant maintenant l'enfant, s'excusa calmement et leur dit qu'il ne pouvait plus le leur remettre. Les soldats se mirent en colère et décidèrent qu'il n'y avait pas d'autre choix que de le tuer pour s'être immiscé dans leurs affaires, et ils se précipitèrent vers lui pour l'attaquer. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, ils se figèrent soudainement sur place, découvrant avec horreur qu'ils étaient incapables de bouger leur corps. L'homme déclara alors calmement la deuxième règle des faucheurs, qui stipule que quiconque interfère avec son travail, il a le droit de le tuer. Les soldats paniquèrent alors que leur corps commençait à bouger contre leur volonté, et ils hurlèrent, le suppliant de s'arrêter. Par une force invisible, ils furent contraints de pointer leurs épées l'un vers l'autre. Et en quelques instants, ils s'infligèrent des coups mortels l'un à l'autre tout en criant pour qu'ils s'arrêtent. Après la chute des soldats, l'homme resta debout tenant l'enfant en regardant le corps sans vie de Miru. Une faible lumière émanait de son corps, qui était son âme, et montait vers le ciel tandis que l'homme nous disait que c'était la 9999e âme qu'il avait collectée. Il regarda le bébé, qui tendait sa petite main vers son visage, et murmura pour lui-même qu'il avait accepté un souhait pénible, puis s'éloigna, réalisant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. 16 ans plus tard, une jeune fille aux cheveux roux appela quelqu'un en tant qu'appât et demanda s'il était à la maison, et une voix de l'intérieur répondit qu'il l'était. La fille nommée Jazette entra en portant un panier et se plaignit que Kai ne l'ait pas accueilli chaleureusement. Kai répondit froidement, demandant s'il ressemblait à un vieil homme qui n'entendait pas bien, lui assurant qu'il pouvait l'entendre même si elle l'appelait doucement. Il ajouta ensuite qu'il était illogique de l'accueillir chaleureusement à chaque fois, d'autant plus qu'elle lui rendait visite plusieurs fois par jour. Josie protesta, disant que n'importe qui d'autre serait heureux de sa visite et l'accueillerait chaleureusement. Alors Kai lui suggéra froidement d'aller les voir alors. Josie devint confuse et lui dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire,
admettant finalement qu'elle souhaitait juste que Kai lui montre plus d'affection. Pendant ce temps, Kai était occupé à sculpter une statue en bois, ignorant ses paroles. Joseph se jeta sur le canapé, mais Kai la gronda immédiatement, lui ordonnant de ne pas s'allonger avant de s'être lavé les mains et les pieds, ce qui la fit se plaindre qu'il était une personne très stricte. Il lui demanda alors pourquoi elle était venue lui rendre visite. Elle lui dit que sa mère n'allait pas bien et que son bras gauche lui faisait mal depuis la nuit dernière et la dérangeait encore après son réveil. Kai cessa de sculpter la statue en bois et promit qu'il passerait plus tard chez eux pour examiner sa mère. Joseph le remercia abondamment, exprimant sa profonde gratitude pour son aide constante, puis lui dit qu'elle allait à la montagne pour cueillir des herbes. Après le départ de Joseph, Kai se rendit chez elle. Sa mère, que Kai appelait Miru dans son esprit, l'accueillit et lui offrit du pain qu'elle venait de faire. Kai la regarda, puis claqua des doigts, et la femme se figea immédiatement sur place et perdit conscience avant de tomber au sol comme une poupée sans vie. Kai s'approcha de son corps sans vie, l'examinant et pensant que la fabriquer en bois bon marché était une erreur car le bois avait déjà commencé à pourrir. Alors qu'il utilisait un pouvoir mystérieux de sa main pour examiner la cause de la décomposition, Joseph revint soudainement et le trouva dans cet état au-dessus du corps de sa mère. Lui demandant avec stupéfaction ce qu'il faisait, Kai pensa qu'il avait commis une erreur car il était tellement concentré sur le processus de réparation qu'il ne l'avait pas entendu arriver. Joseph supposa qu'il était venu soigner sa mère comme il l'avait promis. Kai confirma que c'était elle qui lui avait demandé de venir. Joseph fut surprise de la rapidité avec laquelle il était arrivé et remarqua que sa mère n'était pas à la maison, puis s'interrogea sur la grande poupée allongée sur le sol, soulignant qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère. Les fils choquants de la vérité commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Joseph. Elle relia la poupée à la plainte de sa mère concernant une douleur dans son bras gauche. Elle se souvint de ce qu'elle lui avait dit plus tôt à propos de sa mère et demanda hésitamment à Kai si cette poupée était vraiment sa mère. Comme il restait silencieux, son horreur grandit. Elle le pressa de questions alors qu'il restait silencieux, et elle le supplia de ne pas lui dire que ce morceau de bois était la cause de la douleur de sa mère. Le silence de Kai confirma ses soupçons, et elle demanda paniquée si sa mère n'était qu'une poupée. Elle réalisa toute l'horrible vérité. Ce qu'elle pensait être un traitement n'était rien d'autre que le remplacement de pièces dans une poupée. Puis son choc s'étendit à tout le village, se demandant si Kai avait guéri tout le monde de la même manière. Elle recula, le suppliant de tout nier. Kai décida qu'il ne pouvait plus cacher la vérité et qu'il devait être honnête avec elle, d'autant plus qu'elle était maintenant assez mature pour comprendre que ce qu'il faisait était logique. Il claqua à nouveau des doigts, lui révélant une scène horrible qui montrait la vérité sur tous les villageois. Jazette lui a demandé, choquée, si c'était toutes des poupées. Kai lui a confirmé que c'était exactement ce qu'elle voyait, et que la personne qu'elle connaissait comme sa mère et tous les habitants de ce village n'étaient que des poupées de sa création. Cette confession choquante a incité Josut à l'interroger sur sa véritable identité. Kai a commencé à expliquer ce qui s'était passé, précisant qu'il y a 16 ans, sa mère avait conclu un marché avec lui, pariant son âme juste avant de mourir. Le souhait de sa mère était que sa fille, Josette, vive une vie où elle ne serait pas blessée par les gens et qu'elle ne vive pas une vie humiliante comme la sienne, mais qu'elle soit aimée de tous. Kai a ajouté qu'il savait que même les saints ne pouvaient pas vivre une vie remplie uniquement d'amour parmi les humains. Et pour cette raison, il a créé un village entier juste pour elle, un village qui lui assurerait de ne jamais être blessée. Josette s'est effondrée et lui a demandé avec désespoir si cela voulait dire que toute sa vie avait été un mensonge. Elle se demandait en quoi elle était censée croire et aimer maintenant, si sa mère, tous les habitants du village, et même lui n'étaient qu'une fausse pièce de théâtre. Au milieu de son désespoir, elle a commencé à douter de sa propre existence, se demandant si elle-même était une personne réelle. Elle a demandé directement à Kai si elle était aussi une poupée de sa création. Kai l'a rassurée et a confirmé qu'elle n'était pas une poupée, lui rappelant qu'il avait créé le village entier pour elle. Mais Joseph ne pouvait plus croire quoi que ce soit qu'il disait. Dans une tentative désespérée de prouver sa réalité, elle a saisi un poignard et a exigé une preuve qu'elle n'était pas une poupée. Elle s'est légèrement coupé le cou, et quand elle a vu le sang couler, elle a confirmé avec soulagement qu'elle avait toujours été un vrai être humain. Elle est tombée dans ses bras et lui a demandé pourquoi il avait fait tout ça. Il a répondu par une question, lui demandant si sa vie jusqu'à ce moment avait été misérable. Josut a admis qu'elle avait été heureuse, mais elle s'est rendue compte que tout ce bonheur était un mensonge. Elle ne supportait pas l'idée que tout ce qu'elle aimait était faux. Elle l'a regardé tristement et a proposé de conclure un marché avec lui également. Elle a répété qu'elle voulait aussi conclure un marché. Kai l'a averti que le prix du marché était son âme, mais elle a insisté pour continuer, alors il lui a dit d'énoncer son souhait. Elle lui a dit son souhait, disant qu'il était la seule personne réelle dans sa vie. Et s'il l'oubliait aussi, plus personne dans ce monde ne se souviendrait d'elle. Alors elle l'a supplié de se souvenir d'elle pour toujours et a demandé en larmes si sa demande était excessive. Ces paroles ont touché Kai, alors il a accepté le marché en déclarant que le contrat était scellé. Joseph l'a remercié avec soulagement, puis est tombé au sol après que sa vie l'ait quitté, son âme devenant la 10 000e âme collectée par Kai. Après la mort de Joseph, Kai a incendié le village qu'il avait construit pour elle, croyant qu'il était devenu un endroit inutile sans elle,
et il a rapidement pris feu. À ce moment, Kai a remarqué le dieu de la mort, Shano, qui a observé que Kai semblait plus triste que d'habitude. Shano se demandait si Kai avait des sentiments spéciaux pour cet enfant, mais Kai l'a nié. Kai a demandé à Shano de tenir sa promesse. Après que Shano ait fait semblant d'avoir oublié, il a ri, disant que, bien sûr, il se souvenait. Après avoir vu le visage en colère de Kai, Kai lui a rappelé la promesse qu'il avait faite. Pour lui accorder un vœu après avoir guidé la 10000 âmes, Shano a expliqué qu'il avait fait de cela une règle générale pour améliorer l'efficacité des autres faucheurs, puis a accepté d'accorder le vœu de Kai et lui a demandé de l'énoncer. Le souhait de Kai était de quitter son travail. Il a répété sa demande. Shano a été surpris et lui a rappelé qu'abandonner son statut de faucheur signifiait son anéantissement, mais Kai a répondu qu'il avait déjà affronté la mort 10 000 fois. Et quand Shano lui a demandé s'il était fatigué, Kai l'a confirmé. Il est révélé ici que Kai était un faucheur unique. Lorsqu'une âme humaine est choisie pour devenir un faucheur, elle perd tous ses souvenirs et se transforme en un faucheur sinistre. Mais Kai a conservé tous ses souvenirs. Cette différence est ce qui l'a amené à adopter l'approche des accords dans son travail. Au lieu de forcer les âmes à le suivre ou de les laisser périr, il leur accordait leur dernier souhait pour les mener paisiblement, permettant même aux âmes mortes injustement d'accepter leur destin. Mais ses sentiments humains le drainaient et le blessaient constamment, le faisant se sentir épuisé plus vite que les autres. Revenant au présent, Shano a demandé à Kai une dernière fois s'il voulait reconsidérer, mais Kai a insisté sur son souhait. Shano a accepté de lui accorder son souhait, et Kai l'a remercié. Shano l'a averti de ne pas le regretter plus tard, puis lui a fait ses adieux avec les mots énigmatiques, à bientôt. Kai était perplexe face à ces mots, croyant qu'il ne le reverrait plus jamais après avoir péri. Mais au lieu de l'anéantissement, il a senti une lourdeur dans son corps et s'est retrouvé à entendre des voix autour de lui. Des médecins discutaient de l'état d'un patient, disant que sa simple respiration était un miracle. Puis soudain, l'un d'eux a remarqué que le patient nommé Seiyuen avait bougé. Des voix se sont élevées dans la pièce, et quelqu'un a annoncé que le jeune maître avait ouvert les yeux. Kai s'est réveillé dans le corps d'un jeune noble, confus et s'interrogeant sur son identité alors qu'il regardait les gens rassemblés autour de son lit. Alors que le médecin assurait à ceux qui étaient autour du lit de CN que sa vie n'était pas en danger malgré ses blessures, un homme en colère aux cheveux blancs l'a attaqué et l'a attrapé par ses vêtements, le traitant de fils pathétique et lui demandant comment il pouvait faire ça sans penser à leurs sentiments. Un autre jeune homme a essayé de l'arrêter, disant à son père que Seiyuen était toujours malade, tandis que le père se demandait si son fils avait déjà pensé à eux. Kai, maintenant dans le corps de Seiyuen, a interrompu l'explosion de l'homme pour demander qui il était. Tout le monde a été choqué par sa question, alors Kai a répété sa question sur l'identité de l'homme et pourquoi il l'avait soudainement frappé. Après cet incident, le médecin a conclu que CN avait perdu la mémoire en raison d'un coup violent à la tête. Lorsque le père de CN, le comte Sheraton, a demandé un remède, le médecin a répondu qu'il n'y avait pas de solution, mais qu'il fallait attendre que sa mémoire revienne naturellement. Son frère aîné, Lucian Sheraton, a ensuite demandé s'il y avait d'autres problèmes, et le médecin l'a rassuré en lui disant que l'état physique de CN était étonnamment bon et qu'il n'y avait pas de blessure mortelle. Kai a réalisé à ce moment qu'il était entré dans le corps de cette personne nommée Seiyuen et a conclu que le responsable de tout cela était le dieu de la mort, Sheno. Quand son frère Lucian s'est approché de lui pour lui demander comment il allait, Kai a répondu froidement, lui disant de quitter la pièce et d'arrêter de poser des questions inutiles. Il a également demandé à son père et au médecin de partir, arguant que leur voix forte lui donnait mal à la tête et exigeant qu'ils sortent tous. Face à ce comportement étrange, tout le monde a décidé de le laisser se reposer et a quitté la pièce. Dès qu'il a été seul, Kai a appelé Shano qui est apparu devant lui instantanément. Shano a demandé joyeusement s'il le cherchait. Kai l'a confronté avec colère en demandant le sens de ce qui s'était passé, auquel Shano a répondu avec calme qu'il avait exaucé son souhait. Shano a expliqué que le souhait de Kai était de mettre fin à sa vie de faucheur, ce qu'il a fait exactement. Cette interprétation tordue a tellement mis Kai en colère qu'il a demandé s'il pouvait le frapper. Kai a ensuite interrogé sur le sort du propriétaire initial du corps, et Shano lui a dit qu'il était mort. Shano a expliqué que le garçon était destiné à mourir dans un accident. Et au moment où son âme a quitté son corps, il a inséré l'âme de Kai à sa place, décrivant le timing comme parfait. Kai ne comprenait pas pourquoi il était forcé de vivre dans un corps humain, alors Shano a révélé son véritable motif avec un large sourire, disant que ce ne serait pas amusant si l'existence de Kai disparaissait simplement. Et quand Kai a demandé s'il avait fait tout ça juste pour s'amuser, Shano a répondu par l'affirmative. Avant de disparaître, Shano a souhaité bonne chance à Kai dans sa nouvelle vie amusante, laissant Kai crier après lui, essayant de l'empêcher de partir. Après que Shano ait laissé Kai se noyer dans sa colère, il a décidé de ne pas se montrer devant lui pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il se calme. Après plusieurs jours, Kai était toujours en colère parce que Shano n'apparaissait pas même lorsqu'il l'appelait, alors il a décidé de couper les liens avec lui complètement et de suivre son propre chemin. Pendant son séjour au manoir, Kai a remarqué quelque chose qui a attiré son attention, c'était que tous les serviteurs tremblaient de peur et évitaient de le regarder chaque fois qu'ils le voyaient.
Cela l'a amené à conclure que le propriétaire initial du corps, Seiyuan, devait avoir été une personne détestable et abusive. Un jour, il a vu une jeune servante, la même fille qui lui apportait ses repas, trébucher en portant un seau d'eau et tomber au sol. La fille, nommée Pak, a été submergée par une terreur intense et a commencé à s'excuser hystériquement comme si elle s'attendait à une terrible punition. Kai s'est approché d'elle et lui a demandé pourquoi elle avait une expression si effrayée, ce qui a fait crier la jeune fille de terreur. Un flashback révèle que Seiyuan Shuratan, le deuxième fils du comte, était connu pour sa beauté angélique dans sa jeunesse, mais sa vraie nature n'a pas tardé à se manifester. Les archives ont révélé sa cruauté. Il avait brûlé les yeux d'une servante juste parce qu'elle avait osé lui sourire alors qu'il n'avait que 11 ans. Depuis lors, de nombreux serviteurs qui travaillaient pour lui ont subi des blessures, des défigurations et des passages à tabac qui ont failli les tuer, et il était courant qu'il soit renvoyé dans un état pitoyable. À cause de cette cruauté, tout le monde le surnommait le petit démon de la maison du comte. Revenant au présent, Pak imaginait le pire des scénarios, pensant qu'il allait lui couper les mains ou les jambes, mais Kai lui a demandé de lui donner sa main. Malgré sa peur intense, elle lui tendit sa main tremblante, le suppliant de lui pardonner tout en imaginant qu'il allait la couper. Kai l'a surprise en soignant les blessures de ses mains, puis lui a dit que ce n'était que les premiers soins, et qu'elle devait soigner correctement la plaie pour éviter de laisser une cicatrice. Les surprises ne se sont pas arrêtées là. Il a pointé du doigt quelques filets de la poussière sur ses vêtements et lui a conseillé de rester propre. Quand une autre servante a vu ce qui s'était passé, elle s'est précipitée vers Pathé pour s'assurer qu'elle allait bien, tandis que cette dernière s'enfuyait sous le choc. Kai la regardait, pensant qu'elle lui rappelait Joseph à cause de son âge et de sa maladresse. Plus tard, les servantes parlaient du changement soudain de personnalité du jeune maître CN, notant qu'il était devenu doux récemment, et elles se demandaient s'il avait vu les portes de l'enfer et décidé de se repentir. Les servantes poursuivent leur conversation, l'une d'entre elles remarquant avec sarcasme que, compte tenu du tempérament démoniaque de Seiyuan, il est probable que l'enfer lui-même n'ait pas pu le supporter et l'ait expulsé. Pike, la servante que Kai avait aidée, se précipite à sa défense avec enthousiasme, insistant sur le fait que le jeune maître n'est pas du tout démoniaque, mais un ange. Elle leur raconte comment, même quand elle trébuche, il prend soin d'elle et range son apparence et lui donne parfois même de la nourriture délicieuse. Elle insiste sur le fait qu'il est une personne gentille et merveilleuse et que les vieilles rumeurs à son sujet étaient complètement fausses. Bien que les autres servantes n'aient pas cru tout ce qu'elle disait, elles ont convenu que Seiyuan était effectivement devenu beaucoup plus gentil. Sinon, Peck ne serait pas resté à son service après toutes ses erreurs. Kai écoutait leur conversation de loin, ce qui lui confirmait que son ancienne personnalité, Seiyuan, était effectivement mauvaise. Il décida de changer d'endroit pour éviter d'être vu par qui que ce soit, sinon cela poserait problème. Ensuite, il se promena dans le magnifique jardin du manoir, bien entretenu. Admirant les sculptures complexes et le soin méticuleux du jardin, il trouva du bois à sculpter dans un endroit ensoleillé et s'assit dans l'endroit chaud et agréable pour commencer à sculpter un morceau de bois, se remémorant le souvenir de Joseph et son amour pour la saison du printemps. Soudain, un vieux jardinier apparut et s'excusa d'avoir oublié de nettoyer la zone, mais il se figea sur place quand il vit la statue que Kai venait de terminer, qui était une réplique parfaite de Joseph. Le jardinier était hypnotisé par la précision et la beauté de la statue, s'interrogeant sur l'identité du sculpteur talentueux qui l'avait réalisé. Kai regarda la statue et se jura de ne jamais oublier Josith dans cette nouvelle vie, aussi longue ou courte soit-elle, accomplissant ainsi sa dernière promesse envers elle. Ce soir-là, le comte Sheraton était dans son bureau, surpris par le grand nombre de nobles qui avaient confirmé leur présence à la petite réunion mondaine qu'il organisait. Son assistant expliqua que la raison en était une rumeur selon laquelle l'ancien duc Farhan assisterait à la fête, ce qui étonna et choqua le comte. Plus tard, Lucian informa son frère, Kay, que des invités allaient venir au manoir. Il expliqua qu'il s'agissait juste d'une petite réunion mondaine pour quelques nobles avec leurs enfants et que leur père voulait qu'il les salue au moins. De façon inhabituelle, Kai accepta d'y assister, ce qui surprit Lucian, qui fit remarquer que Xian n'avait jamais aimé de telles réunions. Kai répondit qu'il y assisterait cette fois pour décider de ce qu'il ferait à l'avenir, alors Lucian lui conseilla de se ménager car il venait de se rétablir. Avant de partir, Lucian posa une main sur l'épaule de Kai, exprimant son inquiétude sincère, ce qui fit ressentir à Kai une sensation étrange et inconnue, la sensation de chaleur familiale. Quelques jours plus tard, la fête eut lieu et la participation fut exceptionnellement importante. Le comte Sheraton accueillit le comte Iclo, qui commenta la taille de la foule. Le comte Iclo confirma que la raison de cette énorme affluence était la nouvelle de la présence de l'ancien duc Farhan, qui était personnellement soutenu par l'empereur. Le comte Iclo expliqua que la raison de cette foule importante était que l'empereur avait confié à l'ancien duc Farhan la tâche de choisir la princesse héritière, ce qui avait incité tous les nobles ayant une fille à chercher avidement à assister à la fête. Il ajouta que même les nobles sans fille tenaient à y assister, désespérés d'avoir une chance d'attirer l'attention du duc Farhan, puissant et influent. Le comte Sheraton commenta qu'il n'avait pas réalisé que le royaume avait autant de jeunes femmes et que tout le monde était rempli d'anticipation.
Au milieu de la fête, Lucian, le fils aîné du comte Chiratin, arrive et échange des salutations amicales avec le comte Iclo, qui loue les talents et les études de Lucian, ainsi que son escrime, et exprime son regret de ne pas avoir de fille à lui marier. Après cela, un autre invité s'avance pour saluer le comte Chiratin, le vicomte Chican. Le vicomte Chican est connu pour avoir été un simple marchand il y a 10 ans, puis pour avoir utilisé son immense richesse pour acheter un titre de noblesse. Depuis lors, il a étendu son influence et éliminé tous ceux qui se dressaient sur son chemin, ce qui fait de lui une personne détestée par le comte Chiraton, qui le considère comme un exemple du danger de l'argent. Le vicomte présente son fils, Horace, à Lucian, puis demande au comte Chiraton avec un ton sarcastique pourquoi il ne voit pas son deuxième fils, Sien, à la fête. Le comte réalisa que le vicomte était au courant de l'incident de Sien et l'utilisait pour l'agacer. Alors Lucian répondit que Sien allait bientôt arriver tout en pensant à lui-même, se demandant pourquoi il était en retard. Pendant ce temps, Kai, dans le corps de Sien, était complètement perdu dans les locaux du manoir. Il avait presque oublié un trait étrange qui faisait partie de lui depuis longtemps. Il était terrible pour s'orienter. Après avoir fait 10 fois le tour du manoir sans trouver la salle de bal et sans avoir aperçu un seul serviteur pour le guider, il décida d'abandonner, pensant que son absence ne serait pas la fin du monde. Kai s'assit sur les marches extérieures et regarda le coucher de soleil, un spectacle que Joseph aimait et insistait pour regarder avec lui tous les soirs. Il regarda le ciel et se souvint de sa promesse de toujours se souvenir d'elle rien qu'en regardant le ciel. À ce moment-là, un homme âgé s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il faisait seul à cet endroit. Kai répondit sèchement, se demandant si l'homme était vieux parce qu'il posait une question dont il connaissait déjà la réponse, car il était évident qu'il regardait le coucher de soleil. L'homme fut impressionné par l'esprit et la langue acérée de Kai et admit qu'il s'était approché par curiosité parce que le regard de Kai sur le coucher de soleil semblait incroyablement profond, plus profond que celui d'un vieil homme qui avait vécu pendant des décennies, ce qui était étrange pour un jeune homme d'une quinzaine d'années. L'homme reformula sa question, demandant pourquoi un jeune homme était assis seul dans la tristesse, ce à quoi Kai répondit franchement, « Je me suis perdu ». L'homme supposa que Kai était l'un des invités, mais Kai le nia et choqua l'homme quand il révéla son identité, disant « Je vis ici. Je suis le deuxième fils ». Le vieil homme fut surpris que Kai, le fils du comte Chiraton, se soit perdu dans sa propre maison. Kai répondit nonchalamment, disant qu'il n'y avait aucune loi qui l'empêchait de le faire. L'homme sourit et accepta sa logique étrange, puis proposa de le guider vers la salle de banquet, admettant qu'il connaissait le chemin mieux que lui. Alors Kai le remercia et le suivit. Alors qu'il marchait, l'homme demanda son nom à Kai, et il répondit, « Sien ». L'homme se présenta alors comme Fitzfarran, un nom qui fit se demander Kai avec agacement s'il devait s'en souvenir. Le duc Fitz remarqua l'agacement de Kai et le traita de grossier, mais ajouta que sa grossièreté était quelque peu rafraîchissante et insista pour qu'il se souvienne de son nom car il ne regretterait pas de le connaître. Pendant ce temps, dans la salle de banquet, le comte Chiraton était inquiet car leur Fitz s'était égaré quelque part seul. Lucian proposa d'aller le chercher, d'autant plus que Sien n'était pas encore arrivé. Mais avant qu'il ne puisse partir, son père lui fit remarquer qu'il les voyait là-bas. Alors que Sien entrait dans la salle, Kay sentit qu'il s'était impliqué dans quelque chose de fâcheux. Le comte fut choqué et demanda à son fils comment il était arrivé ici avec leur Fitz. Kay blâma froidement le duc en disant que toute cette agitation était due à sa voix forte. Le comte accueillit leur Fitz qui s'excusa d'être en retard. Le comte dit que beaucoup l'attendaient avec impatience. Le duc expliqua qu'il était en retard parce qu'il guidait un petit chiot perdu. Kay réalisa que le duc parlait de lui et protesta, disant que le duc était déjà en retard pour la réunion quand il l'avait trouvé, donc il ne pouvait pas l'utiliser comme excuse. Cette réponse mit le comte en colère, qui gronda son fils pour avoir parlé grossièrement à leur Fitz, et présenta ses plus sincères excuses au duc, admettant qu'il n'avait pas réussi à bien élever son fils. Mais le duc rit et dit qu'il n'était pas du tout dérangé. En fait, il s'amusait pour la première fois depuis un certain temps grâce à ce garçon qui avait rendu son chemin vers la salle non ennuyeux. Cette réaction laissa le comte et Lucian perplexes. Lucian s'avança et se présenta officiellement au duc Fitz, qui commença à observer les deux frères. Le duc se souvint des fameuses rumeurs sur les fils du comte. L'un était talentueux, et l'autre était un petit démon qui ne causait que des problèmes. Mais il trouva que le fauteur de troubles qu'il rencontrait aujourd'hui ne ressemblait en rien aux rumeurs. Le duc réalisa que bien qu'il ne puisse pas juger une personne à partir d'une brève rencontre, sa longue expérience lui permettait de lire le caractère des hommes à travers leurs paroles, leurs actions et le regard dans leurs yeux. Il conclut que ce garçon, Sien, possédait une puissance immense et inhabituelle, à tel point qu'il ne pouvait pas la mesurer lui-même. Le duc se tourna vers son ami, le comte, et le félicita, disant qu'il avait élevé son fils exceptionnellement bien. Le comte fut surpris par ces éloges. Il avait l'habitude d'entendre des éloges pour Lucian, mais les éloges pour Sien étaient rares. Après cela, le duc demanda au comte de lui accorder un peu de temps pour discuter d'une affaire en privé. Alors que le duc Fitz était sur le point de parler avec le comte Chican l'interrompit, essayant de se présenter. Le duc l'ignora froidement,
disant qu'il n'avait jamais entendu ce nom auparavant et doutait qu'une famille noble le porte. Ce mépris irrita le vicomte, qui souligna que le duc était peut-être déconnecté de l'actualité en raison de son éloignement de la politique. Le duc acquiesça, ajoutant sarcastiquement que plus il vieillissait, moins il voulait s'impliquer en politique à cause de l'abondance d'arrogants imbéciles, faisant clairement référence au vicomte. Face à cette insulte, Horace, le fils du vicomte, intervint et accusa le duc d'être impoli, ce que le duc contesta, et Horus confirma. Le duc fut furieux de l'audace d'un fils de vicomte qui le réprimandait. Et à ce moment, il libéra une petite fraction de son aura de maître d'épée, ce qui figea tout le monde dans la salle de peur. Lucian, malgré ses années d'entraînement, ressentit une immense pression qu'il pouvait à peine supporter et réalisa qu'il était un maître d'épée et qu'il devait intervenir avant que quelqu'un ne s'effondre. Mais avant que Lucian ne puisse bouger, Kai, dans le corps de Cian, se plaça devant lui. Kai n'était pas venu pour combattre le duc, mais souligna calmement qu'il y avait de l'herbe et des cheveux sur ses vêtements, lui conseillant que s'il voulait réprimander les autres sur l'étiquette, il devait d'abord avoir l'air présentable. Il commença ensuite à épousseter ses vêtements, se demandant sarcastiquement comment le duc pouvait être si sale alors que c'était lui qui était assis sur l'herbe. Le duc répondit qu'un perfectionnisme excessif n'est pas bon et que de petits défauts mettent les gens à l'aise, ce à quoi Kai rétorqua, demandant s'il confondait la saleté avec la convivialité. Cette situation mit Horace en colère qui traita Kai de fripouille tandis que le duc demanda à Kai s'il avait l'intention de le frapper. Kai répondit froidement que cela ne le dérangerait pas, mais le duc devrait d'abord se laver les mains. À cette scène, le comte fut terrifié par le comportement de son fils, tandis que le vicomte Chican força son fils Horace à s'incliner et à partir. Après leur départ, le duc commenta qu'Horace regardait Kai avec un regard meurtrier, ce à quoi Kai répondit sarcastiquement que la vue du duc devait baisser. Cette situation laissa le comte et Lucian en état de choc, le comte remarquant que Sien semblait complètement différent. Après cela, le duc reprit son sérieux et demanda au comte un endroit calme pour parler. Alors qu'il s'éloignait, Lucian interpella son frère et lui demanda avec inquiétude s'il allait bien après avoir été exposé à l'aura du maître d'épée. Kai le rassura en lui disant qu'il allait bien pour l'instant. Cette simple réponse toucha profondément Lucian, qui se sentit rempli de joie et pensa à quel point son frère était gentil et à quel point il lui avait parlé normalement sans haine ni mépris pour la première fois depuis longtemps. Se souvenant que son petit frère était sa possession la plus précieuse, le dernier cadeau que sa mère lui avait laissé. Lucian réfléchit à leur relation. Il se souvenait à quel point il avait souhaité qu'ils puissent être proches depuis l'enfance, mais le complexe d'infériorité que Cian ressentait envers lui fit que sa personnalité devint plus tordue avec le temps. Alors que la haine grandissait dans les yeux de Cian chaque fois qu'il le regardait, Lucian ne trouva d'autre choix que d'abandonner l'idée d'essayer de se rapprocher. Lucian était ravi de pouvoir maintenant être aux côtés de son frère dans une atmosphère confortable, à tel point qu'il était presque heureux que Cian ait perdu la mémoire. Et quand Kai, dans le corps de Cian, annonça qu'il retournait dans sa chambre, Lucian se sentit déçu, pensant que son frère l'évitait à nouveau et que ses espoirs n'étaient qu'une illusion. Mais Kai s'arrêta, lui attrapa soudainement le poignet et s'excusa, admettant qu'il ne connaissait pas le chemin du retour et lui demandant de l'accompagner juste cette fois. C'était la première fois que son frère lui demandait quelque chose, alors Lucian fut submergé d'une immense joie et accepta immédiatement. Pendant ce temps, dans une pièce privée, le duc Fitz révéla au comte Sheraton la véritable raison de sa visite, qui était de choisir quelqu'un pour être aux côtés du prince héritier. Le comte pensa qu'il voulait dire choisir la princesse héritière, mais le duc le nia, expliquant qu'il était venu chercher un ami pour le prince, quelqu'un qui pourrait calmer son tempérament de feu. Le duc expliqua que le prince Édith, le candidat solide pour hériter du trône, possédait toutes les qualités, des compétences en escrime aux capacités académiques. Mais son seul défaut était son tempérament vif et son incapacité à contrôler sa colère au point qu'il pourrait tuer quiconque parlerait négligemment de lui. Pour cette raison, le duc suggéra à l'empereur de placer quelqu'un à côté du prince qui pourrait calmer sa nature, d'autant plus que le prince était connu pour ne pas nouer de relations personnelles. Le comte réalisa que c'était la raison de la visite du duc. Le duc admit qu'il avait d'abord pensé à Lucian, avec sa personnalité calme et stable, pour être un compagnon pour le prince, mais il réalisa rapidement qu'il se trompait car il craignait que la personnalité froide et glaciale de Lucian ne provoque la colère ardente du prince au lieu de la calmer, et que l'un d'eux ne se blesse à la suite de cet affrontement. Le comte était d'accord avec l'opinion du duc, car tout le monde savait que Lucian ne reviendrait pas sur ses principes, même avec une épée sur la gorge, ce qui fit que le comte fut d'accord avec le duc sur le fait que cet accouplement serait dangereux. Par conséquent, le duc dit au comte qu'il avait choisi quelqu'un d'autre qui était aussi son fils. Le comte réalisa avec horreur que le duc voulait dire sans. Le duc confirma qu'il voulait que Sien assume cette tâche, ce que le comte refusa catégoriquement. Le comte justifia son refus en déclarant que Sien était complètement instable et plein de défauts, et que toute erreur de sa part pourrait mettre en danger toute la famille. Dans une tentative désespérée de persuader le duc, le comte révéla un secret dangereux que Sien avait récemment eu un accident et avait perdu la mémoire, ce qui choqua grandement le duc. Le comte Sheraton refusa la demande du duc Fitz,
s'excusant que son fils Sean souffrait d'amnésie et n'était pas qualifié pour une telle tâche. Mais cette confession ne dissuada pas le duc. En fait, cela augmenta son admiration pour Sien. Il trouvait contre nature qu'un garçon amnésique soit si calme et posé. Au lieu d'avoir peur et d'être agité, les yeux de Sien étaient calmes et profonds, ce qui convainquit le duc que son jugement dans l'évaluation des hommes ne l'avait pas encore trompé et que ce garçon était un véritable joyau. Le duc dit au comte qu'il ne voyait aucun problème avec la perte de mémoire. En fait, il sentait qu'il avait fait un excellent choix. Il lui demanda d'y réfléchir, admettant qu'il avait pris goût au garçon. Plus tard, le comte rencontra ses deux fils, Lucian et Kai, et leur expliqua que le duc était venu trouver un ami approprié pour le prince Édith. Kai ricana intérieurement à l'idée qu'un prince ait besoin de quelqu'un pour lui trouver un ami. Alors que Lucian demandait à son père pourquoi il lui disait cela, le comte révéla que le duc voulait que Sien assume cette tâche. Kai et Lucian furent tous deux choqués. Kai pensait que le duc était devenu sénile, tandis que Lucian refusa catégoriquement l'idée. Le comte essaya de persuader Lucian que c'était pour le bien de la famille, mais Lucian protesta, refusant, et lui rappelant que le prince Édith était connu pour son tempérament de feu et son intolérance aux moindres erreurs, et il se demanda comment un garçon amnésique pouvait être envoyé à une telle personne. Le comte admit qu'il avait hésité au début, mais changea d'avis après y avoir réfléchi, croyant que le duc devait avoir ses raisons de choisir Sien. Lucian proposa d'y aller à la place de son frère, mais son père refusa. Au milieu de leur dispute, Kelly interrompit soudainement, annonçant son accord pour y aller. Son père fut choqué et demanda s'il était sérieux. Kai justifia sa décision en disant que la tâche ne semblait pas difficile car elle ne nécessitait que de rendre visite au prince de temps en temps pour parler avec lui. Lucian et son père essayèrent de le mettre en garde contre le danger et que toute erreur pourrait lui coûter la vie, mais Kai insista sur sa position. Il dit que puisqu'il avait été une nuisance pour la famille et surnommé le petit démon, cela pourrait être une bonne occasion de faire quelque chose d'utile. Il quitta alors la pièce, laissant son père réfléchir à ses mots et penser que son fils avait peut-être vraiment changé. Quelques jours plus tard, Kai arriva au palais impérial. Il fut émerveillé par la taille du lieu, puis il aperçut le prince Édith, qui pratiquait son escrime. Il décida de ne pas l'interrompre et s'assit pour attendre à proximité, mais il s'assoupit bientôt sous le soleil chaud. Il se réveilla à la voix du prince, qui commentait hardiment son courage de dormir dans les terrains d'entraînement du prince. Kai lui demanda qui il était, puis essaya de partir, mais le prince l'arrêta. Le prince a demandé à Kai s'il avait besoin d'un ami, ce à quoi Kai a répondu qu'il partirait et dirait à tout le monde que le prince l'avait chassé et n'avait pas besoin d'un ami comme lui. Cette réponse a mis le prince en colère, qui a tiré son épée et l'a placée sur le cou de Kai, l'avertissant qu'il le tuerait s'il lui tournait le dos à nouveau sans permission. Kai n'a pas été intimidé par la menace. Au lieu de cela, il a calmement demandé au prince de lâcher son bras car il ne souhaitait pas toucher une main moite. Le prince a demandé s'il osait lui donner des ordres, ce à quoi Kai a répondu que ce n'était qu'une requête, pas un ordre. Le prince a été surpris par le manque de peur de la mort de Kai et lui a demandé à nouveau qui il était. Kai s'est présenté comme Seiyuen Shuratan. Le prince se souvenait que la famille Shuratan était connue pour son intégrité et sa bonne réputation. Il a demandé pourquoi Kai était là et on lui a dit qu'un vieil homme l'avait envoyé. Le prince a immédiatement compris qu'il parlait du duc Fitz. Kai a alors dit brutalement au prince que le duc lui avait demandé d'être son ami, mais a ajouté qu'il ne semblait pas que le prince ait besoin d'un ami, alors il partirait. Le prince l'a arrêté à nouveau, lui rappelant sa menace précédente. Kai a calmement demandé s'il avait l'intention de le tuer. Le prince a remarqué que Kai traitait l'idée de la mort avec légèreté. Le prince a décidé qu'il n'avait pas besoin d'un ami, mais il était incorrect de renvoyer quelqu'un que le duc Fitz avait envoyé, alors il a dit à Kai de le suivre. Le prince a emmené Kai à la bibliothèque. Kai n'a montré aucune objection au livre et a même considéré l'endroit comme confortable puisqu'il n'était pas en visite officielle de toute façon. Le prince a été surpris lorsque Kai s'est assis loin de lui et a commencé à lire un livre. Il observait en fait Kai, s'attendant à ce que, comme les autres fils nobles, il essaie de le flatter pour gagner sa faveur, et que ce mépris n'était qu'une stratégie pour attirer son attention. Mais 3 heures se sont écoulées, et Kai n'a pas levé les yeux de son livre comme s'il avait complètement oublié l'existence du prince. Le prince s'est senti profondément insulté. C'était la première fois que quelqu'un le traitait avec un tel mépris. Il a décidé de voir combien de temps Kai pouvait continuer à rester assis en silence, commençant un test de volonté silencieux entre eux. Après un certain temps, le prince a mis son pied dehors, faisant trébucher un serviteur portant du thé et failli tomber. Mais avant qu'il ne puisse toucher le sol, Kai a utilisé un pouvoir mystérieux et invisible pour l'arrêter et rétablir son équilibre sans que personne ne le remarque. Le prince a été choqué par ce qu'il a vu et ne savait pas comment le serviteur avait soudainement retrouvé son équilibre. Kai a conseillé au serviteur sans lever les yeux de son livre de toujours faire attention où il met les pieds. Pendant ce temps, le prince se demandait si Kai était celui qui l'avait fait, mais il a rapidement rejeté l'idée. Après avoir bu son thé, Kai a annoncé qu'il allait partir et qu'il reviendrait le lendemain. Le prince a été surpris par l'insistance de Kai à venir tous les jours juste pour passer son temps à lire,
ce à quoi Kai a répondu qu'il devait être poli avec ses aînés pour le moment. Alors que Kai partait, le prince se demandait avec confusion quelle était la vérité sur ce jeune homme mystérieux. Cette routine a continué pendant plusieurs jours, avec Kai venant s'asseoir pour lire en silence. Un jour, le prince lui a demandé s'il avait l'intention de jouer avec lui au lieu de lire. Le prince a soupiré, s'étant habitué à cette situation étrange, se demandant si Kai ne réalisait vraiment pas que d'autres aspiraient à un seul moment pour le rencontrer. Le livre que le prince lisait a attiré l'attention de Kai, et il a demandé s'il le connaissait. Kai a répondu qu'il avait lu avant et qu'il était intéressé par l'art de la fabrication de poupées. Le prince a commenté que Kai s'intéressait également à cet art. Kai a mentionné que l'histoire du fabricant de poupées dans le livre était très fascinante car il s'agissait d'un homme qui est devenu un ennemi du monde entier pour protéger une femme. Kai a ensuite demandé au prince son opinion sur cet homme, et le prince a répondu sans hésitation qu'il était fou et un imbécile complet. Kai a regardé le livre tristement et a été d'accord avec l'opinion du prince. Leur conversation a été interrompue par l'arrivée d'une jeune fille aux cheveux verts clairs qui a appelé le prince, Edith, mon frère. Le prince l'a accueillie chaleureusement, et il s'est avéré qu'elle était sa seule sœur, la princesse Rini. La princesse a dit qu'elle était venue juste parce qu'elle avait envie de le voir, puis elle a remarqué Kai et a demandé qui il était. Kai s'est présenté comme Seiyuen, fils du comte Shuratan. La princesse Rini s'est approchée de Kai, a touché son visage et a fait remarquer qu'il était encore plus beau que les femmes. Il est dit que la princesse Rini était très aimée par l'empereur et le prince Edith. Et grâce à ce pouvoir qui la soutenait, elle était connue pour agir imprudemment et sans crainte. Bien que Kai ne sache rien de tout cela, de cette brève rencontre, il était certain d'une chose à son sujet. Après avoir rencontré la princesse Rini, Kai a conclu qu'elle était le genre de personne dont on se lasse de connaître. Il lui a ensuite fait une légère révérence et s'est tourné pour partir, l'ignorant complètement. La princesse a été choquée par ce mépris, d'autant plus qu'elle venait de le complimenter, et elle a crié avec colère en appelant son frère, le prince Edith. Le prince lui a dit qu'elle devait comprendre car c'était ainsi que Seiyuen le traitait même lui. Cela a étonné la princesse. Rini a expliqué que lorsque son frère est en colère, elle ne peut pas non plus le gérer, et ce que son frère déteste le plus, c'est d'être ignoré. Cette situation a piqué la curiosité de la princesse Rini. Elle a trouvé surprenant que Seiyuen puisse ignorer son frère, le prince, et s'en tirer, et elle a décidé de le garder sous son œil attentif. Plus tard, Seiyuen est retourné dans sa chambre du manoir Shuritan où il a trouvé son frère, Lucian, avec un autre jeune homme. Lucian l'a accueilli et a présenté son ami, Cliff. Cliff a souri sarcastiquement, confirmant que Seiyuen avait bien perdu la mémoire et a suggéré qu'ils se présentent à nouveau l'un à l'autre. Seiyuen s'est présenté et Cliff a ri, surpris que le garçon démoniaque le salue. Lucian l'a réprimandé pour ses mots. Lucian a ensuite invité Kai à s'asseoir à côté de lui et a commencé à s'enquérir de sa journée avec inquiétude, ce qui a fait commenter Kai qu'il était comme une mère avec ses inquiétudes excessives. Kai a remarqué quelque chose d'étrange chez Cliff et a demandé à Lucian s'il était proche de lui, ce à quoi Lucian a répondu qu'ils étaient amis depuis longtemps. À ce moment-là, Kai a décidé d'offrir quelques conseils à Lucian, expliquant que lorsque l'on s'accroche trop aux morts, leurs âmes ont du mal à quitter le monde des vivants. Il a ajouté que s'ils meurent injustement, leurs âmes restent coincées à côté de ceux en qui ils avaient confiance dans la vie comme s'ils imploraient que leurs griefs soient résolus. Cliff a été choqué et a demandé à Kai de quoi il parlait soudainement et s'il parlait de cet enfant. Kai a répondu qu'il ne savait pas de quel enfant il s'agissait, mais il était sûr que quelqu'un de proche de Cliff était mort d'une mort très injuste. À ce moment, Kai a senti le regard froid et sans émotion d'un faucheur. Cliff a demandé à Kai paniqué comment il connaissait la mort de cette personne et s'il avait enquêté sur lui, ce qui était étrange pour quelqu'un qui ne se souvenait même pas de son propre nom. Cliff a reformulé sa question. Comment saviez-vous qu'il y avait une personne décédée près de moi? Kai s'est rendu compte qu'il s'était impliqué dans quelque chose et a rapidement inventé une excuse en disant que depuis son expérience de mort imminente dans le récent accident, il était devenu capable de voir les âmes des morts. Lucian a montré son inquiétude pour Kai. Kai a expliqué que lorsqu'il a vu Cliff pour la première fois, il a vu une âme coincée autour de lui. Cliff lui a demandé sous le choc s'il avait vu la forme de Justine. Kai a nié, expliquant qu'il ne voit qu'une masse de lumière, une âme morte, et ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il a ensuite ajouté une vérité terrifiante, à savoir qu'il pouvait également voir le faucheur attendre de prendre cette âme. Cliff a refusé de croire l'histoire ridicule de Kai, à laquelle Kai a répondu froidement qu'il lui appartenait de le croire ou non. Mais il a ajouté une dernière information, expliquant qu'une âme qui refuse de suivre un faucheur est destinée à s'évanouir après une certaine période. Par conséquent, la meilleure solution pour une âme décédée injustement et s'accrochant au monde est de résoudre son regret persistant afin qu'elle puisse partir paisiblement. À ce moment-là, Lucian, inquiet, demanda à son ami Cliff ce qui se passait, lui rappelant que Justine était son petit cousin. Cliff le confirma et commença à raconter l'histoire. Il y a quelques mois, son oncle, le comte de Velin, s'est soudainement effondré à cause de douleurs à la poitrine, et sa santé ne s'est pas rétablie facilement. En conséquence,
Son fils aîné, Justin, a été choisi comme héritier du titre. Mais il y a un mois, Justin a soudainement disparu. La famille pensait qu'il s'était enfui par peur d'assumer la responsabilité du titre, surtout après qu'une lettre de lui ait été trouvée dans laquelle il avouait son manque de confiance en sa capacité à diriger la famille. À la suite de sa disparition, Pelison, leur cousin issu du second mariage de leur oncle, est devenu le centre d'attention et de soutien. Mais Cliff pensait que le Justin qu'il connaissait n'était pas assez faible pour abandonner ses devoirs et s'enfuir, et il était certain qu'il reviendrait. Mais maintenant, après avoir entendu les paroles de Kai, il était terrifié à l'idée que son cousin puisse être mort. Kai fit remarquer que l'histoire semblait claire de son point de vue. Cliff demanda s'il soupçonnait sa tante, la femme de son oncle, et Kai souligna que le scénario était courant, un demi-frère et le fils aîné qui a le droit de succession. Cliff défendit passionnément sa tante, disant que tante Eja n'était pas ce genre de personne et qu'elle a toujours traité Justin comme son propre fils, à tel point que Justin se vantait d'elle chaque fois qu'ils se rencontraient. Après avoir entendu l'histoire, Kai décida de ne pas s'en mêler car il ne voulait pas interférer dans les détails d'une âme qui n'avait rien à voir avec lui. Mais il se sentait agacé de voir cette âme triste et persistante, se demandant si son sens des responsabilités d'ancien faucheur était toujours en lui. Kai soupira et dit à Cliff que, selon lui, la réponse était déjà claire, mais il proposa de faire un test. Cela nécessiterait un peu d'aide de la part du comte de Velin. La scène se déplace pour montrer tante Aegis se faufilant tranquillement la nuit jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination. La scène se déplace pour montrer Shano rencontrant tante Aja dans un endroit secret. La tante lui demande si la pièce n'est pas encore prête, et il répond qu'elle l'est maintenant. Il l'accueillit et l'emmena dans une pièce sombre où il révéla la pièce qu'elle lui avait demandée. C'était une poupée identique à son fils, Justin. La mère fut émue en voyant la poupée l'appeler maman, et elle dit à Kai que c'était parfait. Kai lui dit qu'il était content qu'elle soit satisfaite et que le paiement serait effectué plus tard, car il viendrait le récupérer lui-même. La dame accepta, puis appela la poupée, Justin, à venir à ses côtés. Après que Shano ait livré la poupée à Damasia, il lui rappela sa promesse, le paiement, est parti. Kai apparut derrière lui, et Kai le remercia pour son aide. Shano répondit joyeusement qu'il était prêt à aider à tout moment car c'était amusant, mais Kai commenta froidement que Shano semblait avoir trop de temps libre. Kai souligna que Shano, qui avait ignoré ses appels répétés, était apparu immédiatement lorsqu'il avait promis de ne plus être en colère en échange de son aide pour cette tâche. Shano loua les incroyables compétences de Kai en matière de fabrication de poupées, ce à quoi Kai expliqua que le mérite en revenait à Shano lui-même pour ne pas avoir effacé ses souvenirs avant qu'il n'entre dans ce corps. Shano lui rappela que c'était Kai qui lui avait demandé de ne pas effacer ses souvenirs. Shano demanda s'il le regrettait et proposa de les effacer pour lui maintenant, mais Kai refusa, disant que se souvenir de ce qui s'était passé pour le reste de sa vie était la punition qu'il s'était infligée pour avoir été un imbécile pathétique. Shano se moqua de lui, disant qu'il gardait rancune, ce à quoi Kai répondit qu'il avait choisi l'anéantissement pour cesser de faire des choses aussi pathétiques et se demanda qui avait insisté pour le ramener à la vie. Et quand Shano menaça en plaisantant de lui montrer le sens d'une vraie rancune, il changea soudainement de sujet et commenta la beauté du temps, même s'il pleuvait, ce qui fit penser à Kai qu'il aurait dû rompre complètement les liens avec lui. Pendant ce temps, au manoir de Velin, les domestiques et Damasia ont réservé un accueil extrêmement chaleureux et émotif à Justine, la poupée, qui revenait. Alors que sa tante le serrait fort dans ses bras et lui demandait où il avait été tout ce temps, la tante exprima sa gratitude pour son retour, et les domestiques louèrent Damasia pour être une bonne mère qui aime beaucoup Justine même s'il n'est pas son fils biologique. Dans une autre pièce, tante Aja pensait méchamment au testament du comte, jurant qu'elle n'abandonnerait pas. De retour au palais impérial, la princesse Rini demandait à son frère, le prince Edith, si Seiyuen était également venu aujourd'hui. Le prince demanda en plaisantant si elle s'ennuyait de lui, et elle se fâcha et le nia avec véhémence. Le prince remarqua que sa sœur, qui agit toujours formellement devant les autres, retrouve son état de jeune fille normale en présence de Seiyuen. Rini accusa ensuite son frère d'être celui qui attendait Seiyuen parce qu'il n'avait pas l'habitude de visiter la bibliothèque quotidiennement. Le prince le nia, mais admit qu'il était curieux de savoir pourquoi quelqu'un qui venait tous les jours avait soudainement cessé de venir. Rini lui demanda alors s'il avait entendu les nouvelles. Elle lui révéla que Seiyuen avait perdu la mémoire. Le prince fut choqué par cette nouvelle, alors Rini expliqua qu'elle avait mené une enquête après que Seiyuen ait agi avec arrogance envers elle et découvrit qu'il avait récemment eu un accident et perdu la mémoire et que la nouvelle avait été confirmée par les domestiques du manoir Sheraton. Le prince était déconcerté, se demandant comment quelqu'un atteint d'amnésie pouvait être aussi calme et posé. Il demanda à sa sœur des détails sur l'accident, et elle répondit avec un sourire, lui demandant s'il était curieux. La princesse Rinée continua de taquiner son frère, le prince Edith, lui disant que s'il était curieux de connaître l'accident de Seiyuen, il devrait enquêter lui-même, et qu'elle ne le lui dirait pas facilement en guise de punition pour l'avoir taquiné. Puis elle le laissa dans un état de colère et de frustration. Pendant ce temps, au manoir Sheraton, Cliff se précipita vers Kai et lui dit avec enthousiasme que Justine était effectivement revenue comme il l'avait dit.
Cliff était incrédule, se demandant comment cela pouvait arriver, mais Kay, qui lisait un livre, lui rappela calmement qu'il lui avait demandé de ne pas poser de questions. Cliff resta confus, se demandant si le revenant était vraiment Justine. Cliff ne put se retenir et attrapa Kay en demandant des réponses, mais Lucian intervint et demanda à son ami de s'arrêter parce qu'il dérangeait Seiyuen. Kay répéta son avertissement selon lequel il n'autoriserait aucune question à ce sujet. Après cela, Cliff expliqua le plan que Kay avait élaboré. Kay avait suggéré qu'il demande au comte Devlin de rédiger un testament avec un contenu spécifique, à savoir que tous les biens familiaux iraient à Justine. Mais s'il ne se présentait pas, ils reviendraient tous à l'État. Au début, le comte refusa de rédiger un tel testament, mais Cliff le convainquit que c'était juste un moyen de retrouver Justine. La prédiction de Kay était que si la fourmi était le coupable, Justine reviendrait, mais il serait quelqu'un d'autre sous sa forme. Lucian admit que lorsqu'il vit Justine revenir réellement, il était confus et ne savait pas comment accepter la situation. Cliff continua de lutter pour comprendre la situation. Kay lui dit de ne pas trop y penser, mais de se concentrer sur le résultat final. Il expliqua que leur objectif était de découvrir pourquoi l'âme collée à Cliff était morte, qui l'avait tuée et de s'assurer qu'elle était paisiblement guidée vers le faucheur. Cliff réfléchit à l'objectif et fut convaincu que ce qui importait maintenant n'était pas l'identité du sosie de Justine, mais la recherche du véritable meurtrier de Justine. Avant que Cliff ne parte, Kay l'avertit à nouveau de ne pas toucher son corps avec des mains non lavées, sinon il le regretterait. Cliff rit nerveusement, pensant à la façon dont la personnalité de CN avait changé. Il ne les regardait plus avec un regard haineux, mais était devenu détestable d'une manière différente. La scène se déplace vers Tanteja contemplant la poupée de Justine, admirant sa précision et sa capacité à bouger. Elle se rappelle à quel point elle s'est sentie perdue après l'annonce du testament, croyant que tous ses plans s'étaient effondrés jusqu'à ce que quelqu'un vienne la voir en secret. Cette personne était le fabricant de poupées, Shano, qui lui a dit qu'il pouvait fabriquer une poupée vivante identique à l'image qu'elle désirait. Et bien qu'elle ait pensé que c'était ridicule, elle accepta son offre parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle fut surprise que le résultat soit si satisfaisant, une poupée indiscernable d'un être humain vivant. Et pendant que personne ne regarde, la poupée appelle Dameja maman. La dame lui saisit brusquement le menton et lui dit d'un ton froid de ne pas l'appeler par ce nom lorsqu'ils sont seuls parce que cela la dégoûte, révélant ainsi son vrai visage de meurtrière. Lady Eja continua sa conversation froide avec la poupée qui ressemblait à son beau-fils, Justine. Malgré son agacement face à sa voix identique, qui la surprenait à chaque fois, elle lui ordonna une fois de plus de ne pas l'appeler maman. Mais la poupée, comme si elle était possédée par la véritable âme de Justine, commença à lui demander avec des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi m'avez-vous fait ça, maman ?» Lady Eja fut choquée et se demanda comment une poupée pouvait verser des larmes. Lorsque Justine essaya de la toucher, elle s'éloigna de lui avec horreur et lui cria de ne pas la toucher, puis quitta la pièce en panique, déterminée à aller voir l'homme qui avait fabriqué la poupée. Elle arriva à l'atelier secret de Shano. Lady Eja lui dit frénétiquement que quelque chose n'allait pas avec la pièce. Alors qu'elle versait des larmes et le regardait avec des yeux haineux, Shano répondit calmement que de telles choses arrivaient parfois et lui expliqua que les âmes qui ne réalisaient pas qu'elles étaient mortes pouvaient parfois habiter une poupée qui leur ressemblait. La dame était horrifiée, réalisant que l'âme de Justine était effectivement revenue la hanter. Shano lui dit qu'il existait un moyen de cacher cette âme, trouver le corps. Il expliqua qu'elle devait faire prendre conscience à l'âme que la poupée n'était pas son vrai corps et qu'elle était, en fait, morte. La seule façon d'y parvenir est de trouver le cadavre original de Justine et de le brûler. H devint tendue quand elle apprit que cela la forcerait à exhumer le corps de Justine. Suivant les instructions de Shano, Lady Eja envoya ses hommes à la recherche du corps. Après l'avoir trouvé, elle leur ordonna de se dépêcher et de lui montrer le corps, insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Ces hommes furent surpris car le cadavre ne s'était pas décomposé du tout et avait l'air que Justine était toujours vivant. Plus étrange encore, ils remarquèrent que les pierres attachées au corps étaient différentes. Alors qu'ils avaient attaché plusieurs petites pierres, ils trouvèrent maintenant une seule grosse pierre. Mais Lady Asia, qui n'avait pas le temps pour ces étranges détails, leur ordonna de se dépêcher et de brûler le corps. Alors qu'ils étaient sur le point de commettre leur crime, Kay apparut soudainement. Il s'adressa à eux, disant qu'après avoir commis le grand péché, le meurtre, ils essayaient maintenant de commettre le péché de dissimulation d'un corps. Kay leur demanda si le fait de connaître son identité changerait quelque chose. Lady Asia ordonna à ses hommes de s'occuper de lui. Mais avant qu'ils ne puissent lui faire du mal, Lucian intervint avec son épée et le sauva, les avertissant que tout pas de plus vers son frère signifierait leur mort. Puis Cliff apparut, ajoutant sarcastiquement qu'ils mourraient tous de toute façon. Lady Eja fut choquée de voir son neveu Cliff et lui demanda comment il était arrivé ici. Cliff lui dit qu'il ne pouvait plus l'appeler tante, exprimant son dégoût qu'elle ait pu tuer Justine qui était loyale et aimant envers elle. Cliff exigea de savoir pourquoi elle avait commis ce crime odieux. Lady Eja s'effondra et hurla, avouant qu'elle l'avait fait parce qu'elle le détestait tellement. Elle expliqua qu'elle détestait la façon dont son mari, le comte Devlin, ne comblait que Justine de chaleur et d'amour tout en ignorant son fils, Pélézon.
Ce ressentiment lui fit souhaiter la mort, et elle détestait Justine pour avoir monopolisé l'amour de son père au point de vouloir le tuer. Elle affirma qu'elle ne pouvait pas supporter de voir son fils grandir privé de l'amour de son père. Et si elle ne pouvait pas lui donner cet amour, elle voulait au moins lui donner la richesse et le statut du comte. Elle insista sur le fait qu'elle avait tout fait pour son fils. Cliff la confronta à la vérité de ses motifs, expliquant que le comte Devlin traitait Justine avec gentillesse parce qu'il avait pitié de lui d'avoir perdu sa mère à un jeune âge. Il lui dit froidement que les gens ne commettent généralement pas de meurtre par jalousie pour l'affection que leurs enfants n'ont pas reçue, et qu'en fin de compte, elle a tué Justine pour satisfaire sa propre avidité et son avarice. Lorsque Cliff essaya de l'attraper pour la traduire en justice, Kyle l'arrêta et lui demanda d'attendre un instant, puis demanda à quelqu'un de sortir de l'obscurité. Tout le monde fut surpris par l'apparition de Pélican, le fils de Lady Aegis. Sa mère lui demanda, choquée, ce qu'il faisait là, et l'aveu choquant vint de Pélican lui-même lorsqu'il dit que c'était lui qui avait tué Justine. Pélican expliqua que sa mère n'était pas la tueuse, que c'était lui qui avait tué son frère. Sa mère pensait qu'il essayait de la couvrir, mais il insista sur le fait qu'il était sorti parce qu'il ne pouvait plus cacher son péché. Il commença à raconter ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Il avait vu sa mère sortir tard dans la nuit, s'était senti méfiant et l'avait suivi en secret. Là, il vit sa mère et ses hommes jeter son frère dans le lac. Mais après le départ de sa mère, Justine sortit du lac en rampant, ayant réussi à couper les cordes avec un couteau qu'il avait trouvé au fond. Quand Justine vit son frère, Pélison, il lui demanda de l'aide. Mais à ce moment-là, une pensée terrifiante traversa l'esprit de Pélison. Si son frère revenait vivant, ce serait fini pour sa mère. Et, bien sûr, son propre avenir serait également terminé. Dans ce moment de peur et d'hésitation sans s'en rendre compte, il arracha le couteau de la main de son frère et le poignarda à mort, puis attacha à nouveau la pierre à son corps et le coula dans le lac. Pélison s'effondra, hurlant sa confession. « C'est moi qui l'ai tué ». Après la confession de Pélison, sa mère, Lady Aja, essaya de le protéger, insistant sur le fait qu'elle était l'assassin, tandis qu'il continuait à confesser sa culpabilité pour la disculper. Mais soudain, le désespoir de Lady Aja se transforma en une décision sanglante. Elle décida que peu importait qui était le tueur. Tant qu'elle pourrait se débarrasser de toutes les personnes présentes, ce serait comme si rien ne s'était passé. Elle appela ses hommes cachés à sortir et à éliminer tout le monde, mais ceux qui apparurent n'étaient pas ses hommes, mais le prince Edith et ses soldats. Lady Aja fut choquée, et le prince déclara que le meurtre et la tentative de meurtre étaient des crimes graves, et il ordonna à ses hommes de les arrêter. Lady Aja et Pélisson furent emmenés en hurlant, tandis que Luciane regardait leur fin misérable sans aucun sentiment de sympathie. Après cela, Kyle demanda au prince pourquoi il était là, et le prince répondit nonchalamment qu'il passait juste par là et avait vu ce qui se passait. Pendant ce temps, Cliff était toujours déconcerté alors qu'il regardait Justine, la poupée, et il demanda à Kyle si l'âme de Justine n'était vraiment pas à l'intérieur de la poupée, ce que Kyle confirma. Kyle révéla la vérité. Tout ce que Shano avait dit à la comtesse était un mensonge. Dès le début, Kyle conçut la poupée uniquement pour pleurer, et tout le plan n'était qu'un tour, pour utiliser la comtesse effrayée afin de trouver le corps de Justine. À ce moment-là, Justine apparut devant Cliff. Cliff dit tristement qu'il était maintenant sûr que ce n'était qu'une poupée car le vrai Justine lui souriait toujours, mais maintenant il ne souriait pas. Cliff s'excusa auprès de Justine en disant que s'il avait été plus sage, il aurait pu remarquer le conflit au sein de la famille et empêcher sa mort. Justine serra Cliff dans ses bras et le remercia. Cliff fut très ému après avoir entendu sa voix pour la dernière fois. Après que l'âme de Justine ait risqué l'anéantissement pour habiter la poupée pendant quelques instants, juste pour remercier Cliff. Elle monta ensuite paisiblement vers le ciel. Kyle se sentit soulagé que Justine ait enfin trouvé la paix. Plus tard, Lady Aja et Pélisson furent condamnés à mort. Alors que Lady Aja était sur la plateforme d'exécution, Shano apparut soudainement devant elle. Il lui dit qu'il était venu récupérer le prix de la paix qu'il avait conclu pour elle. Dans ces derniers instants, Lady Aja réalisa que tout ce qui concernait ce fabricant était étrange et que l'idée de fabriquer une poupée vivante était une affaire surnaturelle. Elle hurla qu'elle avait tout perdu et qu'il n'y avait rien qu'il puisse lui prendre, mais Shano révéla le vrai prix, l'âme. Il lui expliqua que la plupart de ceux qui commettent le mal et meurent ne suivent pas facilement le dieu de la mort. Et pour cette raison, ils sont emmenés de force sous le couvert du paiement, la laissant dans une terreur absolue en entendant ces derniers mots sur le dieu de la mort. Après que Shano ait capturé avec succès l'âme de Lady Aegis, il décida de partir. Plus tard, Kyle se rendit au palais impérial pour remercier le prince Edith pour son aide dans l'affaire de Justine. Le prince le reçut avec arrogance, commentant le long temps qu'il avait mis à venir, puis lui posa directement la question sur la vérité de cette chose qu'il avait vue le jour de l'incident. Après que le prince lui ait ordonné de répondre, Kyle expliqua que le Justine qui était revenu n'était qu'une poupée. Le prince fut surpris de voir comment une poupée pouvait bouger toute seule, alors Kyle expliqua qu'elle avait été fabriquée en utilisant la magie des poupées mentionnées dans le livre qu'il l'avait vu lire. Lorsque le prince lui demanda où se trouvait le fabricant de poupées, Kyle feignit l'ignorance, disant que c'était quelqu'un qui ne restait pas au même endroit et qu'il n'était pas proche de lui.
Le prince exprima ses regrets à ce sujet, notant que les gens n'avaient généralement pas une bonne opinion des magiciens de poupées, mais ils voyaient les choses différemment. Il mentionna une vieille histoire à propos d'un seul magicien de poupées qui avait réussi à anéantir une armée entière et comment ces histoires avaient suscité son intérêt pour leur pouvoir et son désir de recruter un tel magicien si l'un d'eux se trouvait à proximité. Kai changea de sujet et demanda au prince comment il était arrivé sur les lieux du crime ce jour-là. Le prince devint nerveux car la vérité était qu'il se dirigeait vers le manoir Sheraton pour voir Kai, les a vus partir et les a secrètement suivis, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Alors, il s'en tint à sa première histoire et insista sur le fait que ce n'était qu'une coïncidence. Kai lui lança un regard apitoyé, réalisant qu'il mentait, et fit remarquer qu'il était meilleur pour lire les expressions des gens qu'il ne s'y attendait. Le prince commença à se sentir stupide chaque fois qu'il parlait avec Kai. Le prince était perplexe, ne comprenant pas pourquoi Kai avait choisi de faire cela malgré sa nature et sa personnalité. Le prince revint ensuite à interroger Kai sur sa perte de mémoire. Il lui demanda s'il ne se souvenait de rien de l'incident qu'il avait causé, et lorsque Kai confirma, le prince lui demanda s'il n'était pas curieux de savoir ce qui s'était passé. Avant qu'il ne puisse le lui dire, Kai l'interrompit en disant qu'il ne voulait pas l'entendre de lui. Mais à ce moment, la princesse Réénie apparut et proposa de lui dire elle-même la vérité sur l'incident. Kai réalisa qu'il ne pouvait pas échapper à l'histoire, alors la princesse lui raconta la choquante vérité. On dit qu'il a sauté d'un immeuble de son propre gré. Kai fut choqué par cette révélation. Plus tard, la princesse se plaignait à son frère de la réaction indifférente de CN à la nouvelle de sa tentative de suicide et de tous les efforts qu'elle avait déployés pour enquêter dans l'espoir de briser son calme. Le prince lui dit que ses actions étaient comme celles des enfants qui agacent la personne dont ils veulent attirer l'attention. La princesse se mit en colère et le nia, mais elle souligna que lui aussi accordait beaucoup d'attention à CN. Sur ce, le prince admit en lui-même, à contre-cœur, qu'il était très intéressé par ce jeune homme mystérieux. Le prince Edith et la princesse Rini continuèrent leur conversation à propos de CN. Le prince admit qu'il y avait quelque chose qui l'inquiétait à propos de CN, expliquant qu'il ne semblait pas être le genre de personne à tenter de se suicider. Même si quelqu'un perd la mémoire, sa nature fondamentale ne change pas. Il ajouta que CN semblait être le genre de personne à affronter ses problèmes et à les résoudre, et non à les fuir en mettant fin à sa vie, ce que Rini confirma. Se souvenant de l'expression de colère sur le visage de CN le jour de l'incident au manoir de Vilain et s'interrogeant sur la raison de cette colère. Pendant ce temps, Kai pensait à sa situation difficile, en colère contre Shano de l'avoir mis dans le corps d'une personne pleine de problèmes. Bien qu'il ait décidé d'ignorer la question de la tentative de suicide de CN, il commença à s'inquiéter que la raison qui avait conduit CN au désespoir puisse encore exister et l'affecter également. Par conséquent, il décida au moins de comprendre les circonstances entourant l'incident. Kai alla voir son père, le comte Sheraton, et lui demanda directement pourquoi il avait sauté. Le comte fut surpris que son fils soit au courant, mais Kai répondit froidement que ce qui importait était de connaître la raison, et non de savoir comment il l'avait découverte. Kai dit qu'il avait une vague idée qu'il était une personne pleine de ressentiment envers le monde. Kai lui posa une autre question. Où s'est-il réveillé après l'incident? Était-ce dans cette maison? Le comte répondit non, révélant que le lieu où l'incident s'était produit était l'Académie Goethe. Kai commença à analyser les nouvelles informations. Il pensa initialement que le sentiment d'infériorité et de ressentiment de CN envers son frère Lucian était la raison de sa tentative de suicide. Mais le fait que l'incident se soit produit à l'Académie et non à la maison suggérait qu'il y avait une autre raison. Alors qu'il se promenait dans le jardin en réfléchissant, il entendit un bruit de sculpture et trouva le vieux jardinier qu'il avait rencontré auparavant. Kai remarqua que le jardinier avait l'air fatigué, et bientôt l'homme chancela et faillit tomber d'épuisement. Kai se précipita pour l'aider, et le jardinier fut surpris de voir le jeune maître CN. Kai lui conseilla de se reposer à l'ombre car travailler sous le soleil brûlant l'avait affecté. Lorsque Kai disparut un instant, le jardinier se demanda où il était allé, puis Kai revint avec une bassine d'eau. Kai expliqua l'importance de boire de l'eau en été, et le jardinier le remercia, lui qui n'aurait jamais imaginé qu'un jour viendrait où il boirait de l'eau apportée par le jeune maître lui-même. Lorsque Kai suggéra au jardinier de prendre le reste de la journée, l'homme hésita, disant que la dame était sur le point de revenir. Kai commença à s'interroger sur l'identité de la dame mentionnée par le jardinier, concluant qu'il devait s'agir de la dame du manoir Sheraton, qu'il n'avait même pas vue une seule fois. Le jardinier lui expliqua que la dame s'intéressait beaucoup au jardin et voulait toujours le voir différent et nouveau, c'est pourquoi un nouveau jardin devait être achevé avant son retour, ne lui laissant aucun temps pour se reposer pendant cette saison. Le jardinier se dépêcha ensuite de lui assurer qu'il n'avait aucune intention d'offenser et que la dame était une personne raffinée et que le problème résidait dans ses propres lacunes. Kai pensa que les jardins changeaient naturellement avec les saisons et que le désir de ne voir que des changements artificiels et ostentatoires était un goût étrange. Il conclut que bien qu'il ne l'ait pas rencontré, il pouvait deviner son type de personnalité à partir de cette méthode de tourmenter ses subordonnés. À ce moment, Kai entendit la servante l'appeler d'urgence. La servante, Pike, arriva en haletant et dit avec empressement à Kai qu'il devait se dépêcher de rentrer car la dame était revenue.
En effet, la dame, une comtesse aux longs cheveux bleus foncés, était arrivée et fut accueillie par son fils aîné, Lucian. Elle échangea des paroles superficielles d'éloge avec lui, disant qu'il avait l'air en bonne santé grâce à son excellence, et commença d'une manière indirectement plaisante à insinuer et à se demander qui était la raison pour laquelle son fils aîné avait de telles qualités. Elle se répondit qu'il devait avoir hérité cette excellence d'elle car elle était sa mère, ce qui mettait toujours Lucian mal à l'aise avec elle. La comtesse se tourna ensuite vers Seiyuan, feignant l'inquiétude après avoir entendu parler de son accident. Lorsque Kei arriva, il les vit ensemble. Elle courut vers Kei et lui prit les mains, exprimant son extrême inquiétude pour lui et qu'elle aurait aimé être à ses côtés pendant sa maladie. Kei remarqua comment ses expressions faciales changeaient en un clin d'œil. La comtesse gronda Kei de ne pas l'avoir salué et lui demanda s'il l'avait oublié elle aussi à cause de son amnésie. Elle commença ensuite à lui reprocher d'avoir choisi de sauter de l'immeuble et d'avoir inquiété tout le monde et d'avoir pensé à jeter la vie qu'elle lui avait donnée. Lucian essaya de l'arrêter, mais elle l'ignora et continua son attaque psychologique, révélant à Kei que sa vraie mère était morte en lui donnant naissance. Kei fut choqué par cette information. Alors que Lucian essayait désespérément de le convaincre de ne pas écouter, la comtesse feignit la surprise, demandant s'il avait oublié cela aussi, puis le réprimanda durement pour avoir oublié sa mère qui avait souffert pour lui donner naissance et était morte à cause de lui. Lucian réalisa que c'était sa méthode de torture constante. Ses paroles apparemment aimables étaient toujours remplies d'épines empoisonnées qui avaient acculé et tourmenté Sien toute sa vie. La comtesse continua son attaque, disant qu'elle comprenait maintenant pourquoi il avait choisi de mourir et que puisqu'il avait tué sa mère, il devait vivre encore plus fort pour compenser sa vie également. Lucian lui attrapa le bras, le suppliant de ne pas se laisser tromper par les paroles de sa belle-mère et lui assurant que le Seiyuan actuel était différent. À ce moment, Kei comprit tout. Il comprit enfin la raison de la vie misérable de Seiyuan. Lucian n'était pas le problème, mais il y avait une femme à ses côtés qui creusait ses blessures et lui en rappelait constamment. Très calmement, Kei confronta sa belle-mère, lui assurant que la mort de sa mère biologique n'était pas du tout de sa faute. La comtesse fut choquée par sa réponse. Alors Kei continua, expliquant que la mort est un destin déterminé par le dieu de la mort, et ce n'est pas quelque chose dont les humains peuvent être blâmés, et qu'il est pleinement conscient que sa mère n'est pas morte à cause de lui. Il n'était donc pas nécessaire de répéter ce mensonge. La comtesse se mit en colère car elle n'avait pas l'habitude de voir Anne lui répondre de cette façon. Auparavant, il souffrait et s'enfuyait en pleurant chaque fois qu'elle le confrontait avec ses mots. Elle changea de tactique, feignant le bonheur et disant que sa mère décédée serait heureuse qu'il pense de cette façon et ne regretterait pas de mourir pour lui. Kei fut d'accord avec elle, puis lui posa une question embarrassante. Si elle devait choisir entre sa vie et celle de son fils, se choisirait-elle elle-même? Elle devint nerveuse et répondit que, bien sûr, elle choisirait son fils, ce à quoi Kei répondit que sa vraie mère aurait fait de même. La comtesse réalisa que Seiyuan n'était plus le garçon fragile qu'elle connaissait et que sa perte de mémoire avait complètement changé sa personnalité. À ce moment, Lucian éclata de rire avec une joie intense. Lorsque sa mère lui a demandé pourquoi il riait, il s'est excusé en disant que ce que Seiyuan avait dit était quelque chose qu'il souhaitait entendre de lui depuis longtemps et qu'il riait de bonheur extrême. Cela a encore plus irrité la comtesse qui a grondé Lucian pour sa réponse et a accusé les deux frères de s'unir pour se moquer d'elle et a menacé de le dire à leur père. Face à cette situation et après que sa réputation ait été ébranlée devant les serviteurs qui regardaient la scène, la comtesse a annoncé qu'elle était fatiguée et qu'elle se retirerait dans sa chambre, mais elle s'est jurée de se venger de Sien. Après son départ, Kei a commenté qu'il n'avait rien dit de drôle, mais Lucian lui a assuré qu'il était heureux et que c'était le plus beau jour de sa vie. Plus tard, lors d'une réunion avec son père, Kei a annoncé sa décision de retourner à l'Académie Goethe. Son père a été choqué et lui a demandé pourquoi il voulait y retourner, ce à quoi Kei a répondu qu'il devrait au moins obtenir son diplôme. Lucian l'a supplié de rester, mais Kei a insisté en disant qu'il avait aussi des affaires à enquêter là-bas. Le comte a accepté sa décision, considérant que c'était la première fois que son fils prenait une décision par lui-même et qu'il avait maintenant la force de décider de ses propres affaires. Quand il lui a demandé la date de départ, Kei a répondu qu'il partirait le lendemain, ce qui a encore plus choqué Lucian. Après que Kei se soit décidé, il a rassuré son frère Lucian, qui a compris sa décision et lui a demandé d'arrêter de surréagir. Le lendemain matin, Lucian a découvert que son frère était déjà parti, laissant derrière lui un court mot qui disait « Je reviendrai. Ne t'inquiète pas ». Pendant ce temps, le vieux jardinier, Bézon, se dirigeait vers le jardin pour travailler, ignorant les conseils du médecin de se reposer car la comtesse était revenue et le travail devait être terminé rapidement. Mais en arrivant, il a été stupéfait de constater que l'énorme statue sur laquelle il travaillait avait été complètement et magistralement achevée du jour au lendemain. Il a immédiatement réalisé qu'il s'agissait du même talent de sculpture magistrale qu'il avait vu dans la petite statue de la fille, Joseph, et il s'est interrogé sur l'identité de ce mystérieux sculpteur de génie. En chemin, Kei s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas du tout le chemin de l'Académie Goethe et qu'il ne pouvait pas retourner au manoir et demander un garde après la scène qu'il avait provoquée lors de son départ. Il a décidé de se concentrer d'abord sur la sortie de la capitale.
Il a donc demandé à un passant le chemin des portes extérieures. L'homme lui a donné des indications simples. Mais après 1 heure de marche, Kai a senti que quelque chose n'allait pas. Il a donc redemandé au même homme, qui a répété les mêmes indications. Kai l'a remercié pour son aide, puis a recommencé à bouger. Après avoir marché longtemps en vain, il s'est arrêté pour demander à une autre personne, pour constater que c'était le même homme aux cheveux bleus pour la 3e fois. Kai a finalement réalisé qu'il tournait en rond. Le jeune homme a commenté sarcastiquement qu'il n'avait jamais vu quelqu'un lutter autant pour trouver les portes extérieures et que c'était la 6e fois qu'ils se rencontraient. Le jeune homme a pris pitié de Kai et a décidé de emmener lui-même, mais Kai a découvert que la porte était très proche depuis le début. Lorsque le jeune homme a appris que la destination de Kai était l'Académie Goethe, il a été surpris de voir comment quelqu'un avec un si mauvais sens de l'orientation pouvait s'y rendre. Et en effet, dès qu'il a dit au revoir, Kai a de nouveau pris le mauvais chemin, ce qui a incité le jeune homme à l'arrêter. Le jeune homme a soupiré et a dit qu'il n'avait pas d'autre choix. Et puisqu'il allait dans la même direction, il l'accompagnerait à l'académie. Cette gentillesse excessive a éveillé les soupçons de Kai, et il lui a dit qu'il n'était pas du genre à accepter une générosité excessive sans raison. Le jeune homme aux cheveux bleus a de nouveau arrêté Kai alors qu'il prenait le mauvais chemin, a saisi les rênes de son cheval et lui a dit qu'il l'accompagnerait puisqu'ils allaient dans la même direction. Bien que Kai ait compris que le jeune homme essayait de le guider sans l'admettre, il a décidé de le suivre car il était complètement perdu. Ils ont voyagé ensemble sur leurs chevaux dans un silence complet. Le jeune homme s'est dit que Kai le traitait comme s'il n'existait pas même s'il le guidait, et qu'il avait un talent particulier pour agacer ceux qui l'aidaient. Il s'est demandé pourquoi il continuait à l'aider même s'il était agaçant. Il a conclu qu'il le faisait parce qu'il avait l'air si faible et impuissant qu'il craignait de le retrouver un jour perdu de l'autre côté du continent s'il le laissait seul, se souvenant d'une précédente rencontre qu'ils avaient eue dans leur enfance. Néanmoins, il a trouvé intéressante l'assurance et l'attitude directe de Kai. Lorsqu'ils sont arrivés dans une auberge, la propriétaire, Tina, les a accueillis et leur a demandé s'ils voulaient une seule chambre. Ils ont tous les deux rapidement affirmé qu'ils n'étaient pas ensemble, puis Kai a demandé des chambres, des repas et de l'eau de bain séparés. Tina a expliqué qu'elle se préparait à les servir. Après avoir montré les chambres au jeune homme et à Kai, elle est retournée préparer leur nourriture. Des hommes gênants sont apparus et ont commencé à la chercher, provoquant une agitation. Tina a essayé de se cacher d'eux parce que son père lui avait demandé de les éviter pour ne pas qu'ils détruisent l'endroit. Le jeune homme aux cheveux bleus et Kai sont apparus derrière elle et l'ont distraite en faisant semblant d'avoir faim. Tina s'est déplacée pour préparer leur nourriture, et les fauteurs de troubles se sont réjouis quand ils ont vu qu'elle était finalement apparue. Tina s'est excusée auprès de Kai et du jeune homme pour le manque d'espace dans sa taverne et leur a demandé de partager une table, mais l'un des hommes gênants l'a attrapée violemment. Tina lui a demandé de la lâcher, mais il a continué à la harceler. Son père a essayé de la défendre, mais l'agresseur l'a poussée fort et l'a fait tomber au sol. L'agresseur a ensuite de nouveau attrapé Tina. Pendant qu'elle criait à l'aide, le jeune homme aux cheveux bleus est intervenu dans la bagarre, a saisi le poignet de l'agresseur et lui a calmement demandé de lâcher la jeune fille pour qu'il puisse manger sa nourriture. L'agresseur a pensé que ce jeune homme souhaitait mourir, et comme il avait hâte de se battre, il a décidé de lui accorder son souhait. Le commentaire froid de Kai selon lequel l'agresseur n'apprécierait pas le combat a déconcerté l'homme. Le jeune homme a attrapé l'agresseur et lui a dit qu'il ne cherche pas les ennuis, mais qu'il ne les fuit pas non plus. Puis il lui a écrasé la main avec une grande force, faisant crier l'homme de douleur. Les compagnons de l'agresseur ont été choqués par cette force inattendue. Alors que l'un d'eux essayait de l'attaquer par derrière, le jeune homme a habilement révélé un poignard et a coupé la main de l'attaquant, lui conseillant d'être reconnaissant que ce ne soit pas sa main droite. À ce moment-là, l'agresseur a reconnu l'identité du jeune homme aux cheveux bleus grâce à son style de combat utilisant 2 poignards et à son incroyable vitesse. Il a crié de terreur, demandant s'il était Jaran de la guilde des mercenaires noirs. Jaran est connu comme une figure légendaire qui a atteint le rang de mercenaire de classe S en utilisant seulement 2 petits poignards. Et malgré son apparence amicale, il est célèbre pour sa cruauté et son impitoyabilité. L'agresseur s'est rendu compte qu'il avait choisi la mauvaise personne à contrarier, et dans une tentative désespérée, il a décidé d'attaquer directement. Mais il est soudainement passé devant Jaran, et Kai est apparu derrière lui, mettant un couteau sous sa gorge. Jaran n'avait pas encore réalisé que la seule préoccupation de l'attaquant était de prendre un otage. Dans un moment de confusion, l'attaquant a réussi à attraper Kai et à l'utiliser comme otage. Mais Kai, au lieu d'avoir peur, a très calmement posé une étrange question au ravisseur. N'est-il pas d'usage, lorsqu'on prend un otage, de choisir une femme ou une personne âgée? Il s'est ensuite demandé pourquoi il l'avait choisi et s'il avait l'air plus faible que cette fille. Le ravisseur a été stupéfait par cette question bizarre et lui a ordonné de se taire. Kai a expliqué qu'il n'appréciait pas du tout cette situation et que la chose qu'il déteste le plus au monde est d'être touché par quelqu'un avec un toucher léger sur le bras du ravisseur. Kai a utilisé sa connaissance des points de pression du corps, causant à l'homme une douleur atroce qui lui a fait lâcher son arme et tomber au sol, se tordant. Jaran lui-même a été choqué qu'une simple pression puisse causer autant de douleur.
Kai a expliqué que le corps humain a des points faibles qui peuvent être fatals avec un toucher léger et a conseillé aux ravisseurs effondrés de choisir ses otages plus soigneusement la prochaine fois. Tina a été émerveillée de voir comment une personne d'apparence belle pouvait vaincre un énorme mercenaire en un instant. Jaran s'est ensuite tourné vers le reste des agresseurs et leur a demandé s'ils en voulaient plus. Après que Kai et Jaran aient facilement vaincu les agresseurs, Kai a froidement demandé aux hommes restants s'ils en voulaient plus ou sinon ils devraient partir. Les hommes ont fui terrifiés, s'excusant pour la perturbation. Alors que Kai était assis à table, Jaran a été impressionné par lui, réalisant qu'il n'était pas seulement un jeune maître calme et têtu comme il l'avait initialement pensé. Kai a dit à Jaran qu'il n'était pas nécessaire qu'ils s'assoient ensemble puisqu'ils n'étaient pas des compagnons de voyage, mais Jaran a insisté pour qu'ils mangent ensemble. Jaran a insisté sur le fait que c'était lui qui se sentait seul et a demandé à Kai de manger avec lui. Kai accepta à contre-cœur, admettant en son fort intérieur que Jaran l'avait aidé à arriver ici sain et sauf, et qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer froidement. Alors qu'ils étaient assis, ils réalisèrent qu'ils ne connaissaient pas encore leur nom, alors le jeune homme aux cheveux bleus se présenta comme Jiran. Et Kai répondit qu'il était Cien, et ils se serrèrent la main. Alors qu'ils reprenaient leur voyage, Jaran demanda à Kai pourquoi il allait à l'académie. Kai répondit qu'il avait ses raisons personnelles et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Jaran lui dit que le quartier général de la guilde des mercenaires noirs était également situé dans la capitale afin qu'il puisse l'emmener à l'académie. Il lui demanda ensuite le talent qu'il avait utilisé à l'auberge pour maîtriser l'énorme mercenaire avec seulement 2 doigts. Kai répondit vaguement qu'il l'avait appris naturellement il y a longtemps. Mais la vérité, comme il se le rappelait, remontait à ses anciens jours où il commençait à apprendre l'art de la fabrication de poupées. Afin de créer parfaitement une poupée vivante, il devait étudier le corps humain en profondeur, non seulement en lisant tous les livres disponibles, mais aussi en achetant des cadavres et en les disséquant. Grâce à cette étude, il a naturellement appris tous les points faibles et les points de pression du corps humain, mais il a décidé de ne pas tout dire à Jaran. Ils ont continué à parler ensemble pendant longtemps jusqu'à ce que le temps passe vite. Lorsqu'ils arrivèrent dans un village appelé Abli, où ils prévoyaient de passer la nuit, Kai s'arrêta soudainement avec un regard d'horreur dans les yeux. Kai avait eu une vision claire. Ce jour-là, tous les habitants de ce village mouraient. À l'auberge du village, Kai était distrait, alors Jaran lui demanda s'il devait vraiment rester là. Jaran souligna que le soleil s'était couché et que le village suivant était à une demi-journée, ce qui signifiait que partir maintenant les obligerait à passer la nuit à la belle étoile. Jaran parla à Kai d'un ton curieux, remarquant que son visage était troublé depuis un certain temps. Puis il lui demanda où il allait. Kai répondit qu'il allait juste prendre l'air. Jaran demanda à Kai de le laisser l'accompagner, mais Kai expliqua calmement qu'il préférait sortir seul pour réfléchir à quelque chose. Et là, il vit ce qui confirma sa vision. Le village grouillait de faucheuses. Kai se demanda pourquoi il devrait s'en soucier car il n'était plus une faucheuse et n'avait aucune responsabilité. Il décida que tout ce qu'il avait à faire était de partir tôt le matin. Mais alors qu'il était sur le point de retourner à l'auberge, une petite fille attrapa ses vêtements. Alors que Kai était perdu dans ses pensées, une petite fille l'interrompit et lui offrit un bonbon. Kai lui demanda pourquoi, et elle répondit qu'elle voyait qu'il avait l'air triste. La petite fille, dont le nom était Miru, expliqua que ce bonbon l'aidait quand elle était triste. Puis sa mère l'appela et elle s'éloigna précipitamment. Kai se sentit triste pour le sort de l'innocente fille. Après son départ, Kai décida de retourner à l'auberge, mais il réalisa une fois de plus qu'il avait perdu son chemin. Jaran apparut soudainement, alors Kai lui demanda comment il l'avait trouvé. Jaran répondit qu'il l'avait suivi parce qu'il s'attendait à ce qu'il se perde, et il avait raison. Jaran ramena Kai à l'auberge puis prit un raccourci, ce qui fit remarquer à Kai que Jaran connaissait bien le village. Jaran expliqua qu'il avait visité le village à plusieurs reprises pour des missions professionnelles, puis demanda plutôt à Kai s'il avait une famille. Jaran répondit que toute sa famille était décédée. Kai lui posa une question directe et choquante. Sont-ils tous morts le même jour? Jaran fut choqué et confirma qu'ils étaient morts dans un accident quand il était jeune et demanda à Kai comment il savait cela. Kai s'excusa pour sa curiosité, disant que c'était juste de la curiosité. Plus tard dans la nuit, Jiran se faufila hors de l'auberge portant une cape, mais Kai l'intercepta dans une ruelle sombre et lui demanda pourquoi il sortait. Jiran fut surpris et lui demanda comment il connaissait ses allées et venues. Kai affirma qu'il l'avait suivi parce qu'il lui semblait suspect, mais la vérité, comme il le pensait, était qu'il soupçonnait Jaran d'être celui qui apporterait la mort dans ce village, peut-être à cause de ce qui s'était passé là-bas il y a 20 ans. Les soupçons de Kai furent confirmés. Jaran était cet enfant qu'il avait rencontré il y a 20 ans. Kai, avec sa mémoire d'ancien faucheur, se souvint des détails du tragique incident. Il avait visité ce village il y a 20 ans à cause d'une terrible épidémie qui se propageait. Les villageois qui dépendaient des voyageurs pour leur subsistance avaient peur que la nouvelle de la peste ne détruise leur économie, alors ils commirent un crime horrible. Ils prirent la famille de Jaran, qui furent les premiers à être infectés, et les enterrèrent vivants pour cacher l'affaire. La famille de Jaran avait senti son tragique destin et avait secrètement envoyé son jeune fils, Jaran, le seul qui n'était pas infecté, hors du village pour le sauver. Mais le petit garçon vit tout et fut témoin du meurtre de toute sa famille aux mains de ses voisins.
Kai continua de raconter l'histoire tragique de Joron, expliquant comment ce petit garçon avait vu ses parents et sa sœur être enterrés vivants par les villageois. Le garçon s'enfuit pour sauver sa vie, mais il revint des années plus tard avec le cœur brûlant de haine et un désir de vengeance. Son plan était d'empoisonner le puits et de tuer tout le monde dans le village. Revenant au présent, Jiran admit que tout ce que Kai disait était vrai et que ce qu'il faisait n'était que vengeance, mais il demanda à nouveau à Kai comment il savait tout cela. Kai expliqua que parfois, si une âme morte le souhaite fortement et obtient la permission du dieu de la mort, elle peut rester aux côtés de ses proches pour les protéger. Il souligna que la chance que Jaran avait si souvent dans sa vie, y compris leurs fréquentes rencontres, n'était pas une coïncidence, mais grâce aux esprits gardiens de sa famille qui le guidaient et le protégeaient. Kai dit à Jaron, parlant du grand village, que peut-être le dernier souhait de sa famille était de rester proche de lui, le garçon qui avait perdu sa famille à un jeune âge. Jaron ne croyait pas cette histoire, alors Kai lui dit que sa famille lui était apparue dans un rêve et lui avait tout raconté. Jaron se fâcha et refusa de croire ces absurdités, insistant sur le fait qu'il avait vécu pendant plus de 10 ans à attendre son moment de vengeance. Kai essaya de le persuader de changer d'avis, l'avertissant que s'il tuait tous ces gens, il vivrait le reste de sa vie à entendre leurs cris horribles. Il lui demanda s'il croyait vraiment que la vengeance lui apporterait le bonheur, puis lui proposa de lui raconter une vieille histoire sur la vengeance d'un homme. Kai commença à raconter sa propre histoire sans révéler son identité, parlant d'un homme qui avait une amante plus précieuse que sa propre vie. Mais d'autres la considéraient comme un mauvais présage et essayèrent de la tuer, alors l'homme combattit le monde entier pour la protéger. Mais dans un moment d'inattention, son amante fut tuée. À partir de ce moment, la vengeance de l'homme commença. Il tua tous ceux qui avaient participé à sa mort jusqu'à ce qu'il noie le monde dans le sang. Et lorsque Jiran demanda ce qui était arrivé à cet homme après avoir terminé sa vengeance, Kai répondit qu'il avait regardé le monde qu'il avait détruit de ses propres mains et avait choisi la mort. Kai dit à Jiran qu'il ne l'arrêterait pas, mais il voulait clarifier une vérité. La vengeance ne mène pas au bonheur ou à la libération, mais à plus de misère et à un lien horrible avec le passé. Ces mots affectèrent Jaron qui commença à douter du désir auquel il s'était accroché pendant si longtemps, et il se demanda si c'était la fin qu'il voulait ou ce que sa famille aurait souhaité pour lui. Lorsque Kai vit sa confusion, il proposa de lui laisser la question. Il lui demanda de prendre le poison et de le garder et de se donner le temps de réfléchir. Il lui promit que si, après mûre réflexion, il décidait que la vengeance était toujours plus importante que son bonheur, il pourrait revenir vers lui et il lui donnerait le poison sans un mot. Jaran accepta et tendit le poison à Kai. En retour, Kai lui donna le bonbon qu'il avait pris à la petite fille, lui disant que quelqu'un lui avait dit un jour que c'était le meilleur médicament quand on est triste. Jaron regarda le bonbon dans sa main et éclata d'un rire hystérique qui se transforma en larmes. Puis il se calma un peu, murmurant que c'était un médicament terrible. À ce moment, il sentit la présence des esprits gardiens de sa famille le réconforter. Plus tard, Shano est apparu, lui disant qu'il avait fait quelque chose d'incroyable. Cette nuit-là, alors que Kai était dans sa chambre, Shano est apparu devant lui. Shano l'a réprimandé, disant qu'il avait entendu dire qu'il avait causé beaucoup de problèmes. Kai a nié avoir fait quoi que ce soit, ce qui a rendu Shano furieux, qui se demandait comment il pouvait dire ça après avoir fait passer de nombreux faucheurs sinistres du village d'Abli pour des imbéciles, lui rappelant la règle selon laquelle quiconque interfère avec le travail du dieu de la mort peut être tué. Kai a calmement répondu qu'il n'avait jamais interféré avec le travail du faucheur, et que tout ce qu'il avait fait était d'empêcher son compagnon, Joron, de faire quelque chose de stupide. Shano a souri sarcastiquement et a commenté que Kai était devenu audacieux après être redevenu humain, ce à quoi Kai a répondu que ce n'était pas de sa faute, mais de celle de Shano de l'avoir ramené à la vie sans demander. Shano a grommelé qu'il ferait l'objet d'une sévère réprimande de la part de ses supérieurs parce qu'une liste entière d'humains qui étaient censés mourir était toujours en vie. Kai lui a froidement souhaité bonne chance, ce qui a encore plus agacé Shano, qui l'a traité d'ordure impolie avant de disparaître. Au fond de lui, Kai connaissait l'ampleur du péché qu'il avait commis en empêchant des morts humaines et s'est rendu compte que Shano était indulgent avec lui, alors il l'a remercié d'une voix faible. Shano est revenu et a demandé à Kai d'un ton quelque peu réprobateur de mieux le traiter la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Kai et Joron sont finalement arrivés à l'Académie Goethe. Kai a été impressionné par la vue de l'Académie comme si c'était la première fois que ses yeux se posaient sur elle. Joron a demandé à Kai pourquoi il était retourné à l'endroit d'où l'on disait qu'il avait sauté d'un immeuble. Kai a répondu qu'il voulait savoir pourquoi il avait essayé de se tuer parce qu'il ne se souvenait de rien, peu importe ses efforts. Il a ajouté en plaisantant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Même s'il ressentait à nouveau l'envie de mourir, il resterait en vie. Jaran a été rassuré quand il a remarqué que Kai était de suffisamment bonne humeur pour plaisanter. Au moment de se dire au revoir, Jiran a proposé d'aider Kai à tout moment, lui demandant de visiter le siège de la guilde des mercenaires noirs s'il avait besoin de quoi que ce soit. Kai l'a remercié de l'avoir emmené à l'académie, mais Jaran a répondu que c'était lui qui devait le remercier parce qu'il l'avait empêché de laisser sa haine prendre le contrôle de lui. Après l'arrivée de Kai à l'académie Goda, la scène se déplace vers le bureau du comte Churitan où il examinait un rapport d'enquête sur le vicomte Chican.
Le comte a expliqué à son fils Lucian qu'il y avait beaucoup de choses qui ne semblaient pas logiques à propos du vicomte. Il était apparu dans l'Empire il y a 10 ans en tant que marchand qui avait acheté son titre avec de l'argent, mais la source de cette immense richesse qui lui avait permis de construire une base de pouvoir si rapidement reste un mystère, d'autant plus qu'il n'était qu'un colporteur sans nom. Le comte a dit à son fils qu'il ne pouvait rien découvrir. Et pire encore, tous ceux qu'il avait envoyés enquêter sur le vicomte avaient disparu. Cela a accru sa suspicion qu'il cachait un secret dangereux. La conversation s'est ensuite tournée vers Sien, avec Lucian exprimant son inquiétude constante pour son frère. Le comte a essayé de le rassurer en lui disant que Sien avait changé et serait capable de gérer la situation, mais Lucian lui a rappelé qu'il connaissait la vérité sur l'Académie Goda mieux que quiconque. Bien que l'Académie Goda se targue d'avoir les meilleures installations et les meilleurs professeurs, sa réalité est complètement différente. La plupart de ses étudiants étaient des nobles et des membres de familles royales, et le simple fait de les réunir en un seul endroit suffisait à transformer l'Académie en un champ de bataille, un lieu où les conspirations et les trahisons prospéraient, où le pouvoir décidait de tout et où les faibles étaient impitoyablement écrasés. Lucian, en tant que diplômé de l'Académie, connaissait bien cette vérité et était inquiet parce que son frère, qui en était revenu à moitié mort la dernière fois, insistait pour y retourner, souhaitant qu'il tienne bon cette fois-ci. Pendant ce temps, Kai se promenait dans les couloirs de l'Académie, entendant les murmures des étudiants autour de lui. Ils exprimaient leur mécontentement à son retour, disant qu'il aurait dû rester mort et le traitant de déchet. Kai s'est rendu compte qu'il s'attendait à cet accueil et qu'il était complètement isolé dans cet endroit lorsqu'il a essayé de demander à des étudiants le chemin du bureau du directeur. Ils l'ont ignoré et se sont enfuis. Alors qu'il était perplexe, un jeune homme aux cheveux bruns l'a interpellé et a proposé de lui montrer le chemin, bien qu'il n'ait pas l'air heureux de le faire. Dans le bureau du directeur, un homme corpulent coiffé d'un chapeau de magicien l'a salué avec un enthousiasme exagéré et lui a dit qu'il avait reçu une lettre de son père indiquant que CN allait recommencer après l'accident qui avait causé sa perte de mémoire. Mais le directeur a ensuite posé une question qui a éveillé les soupçons de Kai, lui demandant s'il y avait autre chose que son père avait envoyé avec lui. Kai a répondu qu'il pensait que le directeur avait déjà reçu toutes les nouvelles, ce qui a dérouté le directeur. Mais Kai a insisté pour demander s'il y avait autre chose qui l'attendait. Mais Kai lui a dit qu'il n'avait rien apporté d'autre avec lui. Le directeur a calmement dit à Kai qu'il pouvait partir, lui rappelant d'éviter de causer des problèmes inutiles à partir de maintenant, réalisant que l'homme attendait un pot de vin, une habitude loin de la famille Sheraton connue pour son intégrité. À la porte, il a trouvé le jeune homme qui l'attendait toujours, qui lui a expliqué qu'il partageait la même chambre et qu'il allait attendre pour l'Y guider. Ce jeune homme se demandait pourquoi il attendait CIUN car il ne l'aimait pas vraiment. Le CIUN original était un garçon ennuyeux, fort contre les faibles et faible contre les forts, et il ignorait et méprisait toujours ce jeune homme parce qu'il était un roturier. Mais il a remarqué que CIUN avait changé d'une certaine manière après l'accident. Kai a interrompu ses pensées lorsqu'il l'a remercié d'avoir attendu. Le jeune homme a été complètement choqué, se demandant comment CN pouvait remercier un roturier. Cette situation l'a incité à demander si la rumeur concernant sa perte de mémoire était vraie, ce que Kai a confirmé. Le jeune homme a maintenant commencé à comprendre la raison du comportement étrange de CN et de son ignorance de l'emplacement du bureau du directeur. Alors qu'il se dirigeait vers le dortoir, le jeune homme a demandé à Kai s'il ne se souvenait pas non plus de la chambre. En effet, Kai a été surpris par sa taille. Le jeune homme a expliqué que l'académie était célèbre pour ses bonnes installations et a pointé le lit de Kai. Il a ensuite demandé s'il se souvenait de son nom. Et quand Kai a dit non, le jeune homme s'est présenté comme Kanto. Kai a répondu en se présentant également, ce qui a de nouveau surpris Kanto car c'était la première fois que CN se présentait par son nom alors même qu'il partageait une chambre depuis longtemps. Kanto a demandé à Kai pourquoi il était retourné à l'académie après l'avoir quitté à cause d'un accident. Kai a répondu clairement qu'il était revenu parce qu'il voulait connaître la raison de sa tentative de suicide et qu'il avait le sentiment que la raison se trouvait ici, à l'académie. Kanto lui a conseillé qu'il aurait été préférable de le tenir éloigné de l'académie dès le début. Kai a ajouté que faire face et résoudre directement les problèmes non résolus est la meilleure façon. Kanto a été impressionné par le courage de cette réponse. Kai lui a alors demandé où étaient les chiffons, ce qui a dérouté Kanto qui ne comprenait pas pourquoi il pourrait en avoir besoin. Kai a répondu qu'il en avait besoin pour nettoyer. Le lendemain matin, Kanto a trouvé Kai et lui a demandé avec étonnement ce qui s'était passé. Il a expliqué que lorsqu'il s'était réveillé, il avait trouvé le côté de la pièce de Kai étincelant de propreté, à tel point qu'il pouvait voir son reflet sur le sol, soulignant que bien que le CN original soit obsédé par la propreté, il n'aurait jamais pensé à nettoyer lui-même. Kai a froidement répondu que le nettoyage est une tâche normale, et si une personne aime la propreté, elle devrait se nettoyer elle-même. Kai a ajouté que le nettoyage était l'un de ses passe-temps, ce qui a encore plus dérouté Kanto, qui se demandait si c'était quelque chose que les nobles disaient. Plus tard, dans la salle à manger, Kanto a remarqué que Kanto allait chercher sa nourriture lui-même sans hésitation. Kanto s'est dit que l'académie interdisait aux étudiants d'amener leurs serviteurs, mais les nobles trouvent généralement des étudiants roturiers pour faire ces tâches pour eux. Kanto s'est souvenu que les nobles ayant une influence limitée,
comme le vieux sien, devaient parfois aller chercher leur propre nourriture, et il le faisait la tête baissée de honte. Mais aujourd'hui, Sien n'a montré aucun signe de cette honte. Il marchait avec assurance, tenant son plateau rempli de nourriture. Kanto s'est rendu compte que Sien avait vraiment changé et n'était plus le scélérat qu'il connaissait. Alors que Kai cherchait un endroit pour s'asseoir, un étudiant a tendu le pied pour le faire trébucher. Kai a immédiatement compris que l'étudiant voulait qu'il lui marche sur le pied pour passer. Très calmement, Kai a marché fort sur le pied de l'étudiant qui a crié de douleur. Il lui a demandé avec colère ce qu'il faisait, ce à quoi Kai a innocemment répondu si c'était ce qu'il voulait. L'étudiant lui a dit avec colère d'arrêter les bêtises. Lorsque Kai lui a demandé s'il essayait de le faire trébucher, l'étudiant s'est agité et a reculé, de peur de commencer des problèmes avec le fils d'un comte. Kai s'est éloigné, laissant l'étudiant réfléchir à la façon dont le CN stupide qui avait l'habitude de s'enfuir ou de lancer des regards furieux dans le passé avait changé. Kai a rejoint Kanto, qui étouffait son rire, impressionné par la façon dont Kai avait géré la situation et a estimé qu'il aimerait le regarder dans les jours à venir. Ailleurs, un étudiant racontait à son chef de groupe, Lord Elnus, le retour de CN. Elnus a reçu la nouvelle avec un sourire narquois, commentant que grâce à ce salaud, il ne s'ennuierait pas pendant un moment. Dans la salle de classe, Kai s'est retrouvé la cible des brimades des élèves qui continuaient à lui jeter des déchets et des papiers. Mais quand l'un d'eux lui a jeté un chiffon sale, sa patience s'est épuisée, et il l'a renvoyé à la personne qui l'avait jeté, avertissant tranquillement et d'une manière menaçante tout le monde que s'il lui jetait à nouveau des déchets sales, il s'assurerait qu'il comprenne le sens de la vraie propreté. Avant que la situation ne s'aggrave, un nouveau professeur souriant est entré dans la salle de classe pour accueillir tout le monde. Le professeur est entré dans la salle de classe et a remarqué l'atmosphère tendue, se demandant pourquoi, car il avait l'habitude que les élèves soient heureux de le voir. Le professeur a repéré Seiyuen, et au lieu de l'accueillir, il a décidé de l'embarrasser pour célébrer son retour, en lui demandant de résoudre un problème de maths extrêmement difficile au tableau. Pendant ce temps, Kai s'est dit qu'il avait réalisé, lors de son premier jour à l'académie, que personne n'approchait CN avec de bonnes intentions. Les étudiants se sont moqués de lui, s'attendant à son échec épique, et l'étudiant qui lui avait jeté le chiffon a ricané, s'attendant à ce qu'il échoue parce que les maths étaient sa pire matière. Mais Kai s'est calmement dirigé vers le tableau et a résolu le problème complexe en quelques secondes, laissant le professeur et les étudiants dans un état de choc et d'incrédulité. Les étudiants ne pouvaient pas comprendre comment Kai avait été capable de résoudre le problème si facilement. Son colocataire, Kanto, lui a demandé comment il avait réussi à faire ça alors que les maths étaient sa pire matière, ce à quoi Kai a répondu avec désinvolture qu'il avait un peu étudié après l'accident. L'étudiant turbulent était stupéfait par cette transformation. Sien ne tombait plus dans les pièges, était devenu sûr de lui, et maintenant il excellait aussi dans ses études. Ailleurs, un étudiant disait à son chef, Lord Elna, que Sien avait changé. D'autres étaient d'accord, notant que son aura avait complètement changé et qu'il était devenu étrangement froid, mais Elnus refusait d'y croire, pensant que l'accident lui avait seulement fait perdre son sens de la peur et qu'il retournerait pleurer et le supplier dès qu'il le verrait. Elnus a ordonné à ses hommes d'amener Sien à lui la prochaine fois parce qu'il avait besoin de lui parler. Plus tard, Kanto a trouvé Kai dormant dans le jardin de l'académie et lui a demandé pourquoi il dormait comme ça. Kai a expliqué qu'il en avait marre de voir tout le monde essayer de lui chercher des noises. Alors qu'ils étaient sur le point de retourner au dortoir, Kai s'est soudainement arrêté et a dit merci à une personne invisible, expliquant qu'il les remerciait de lui avoir permis de partager l'espace. Kanto était confus parce qu'il ne voyait personne. Mais en réalité, une personne mystérieuse observait de loin et était choquée que Kai ait pu remarquer sa présence, la première fois qu'il avait été découvert. De retour dans leur chambre, Kanto a interrogé Kai sur l'autre personne qui partageait leur chambre, notant qu'il n'était pas revenu la nuit dernière non plus. Kanto a continué sa conversation avec Kai, le mettant en garde contre leur troisième colocataire. Il a expliqué que cette personne est l'élève le plus dangereux de l'académie et qu'aucun élève qui l'a mis en colère n'a obtenu son diplôme en toute sécurité. Il a ajouté que cet étudiant ne fait preuve d'aucune pitié envers qui que ce soit, quel que soit son statut, et qu'il a commis de nombreux actes de violence horribles. Malgré tous les problèmes qu'il cause, l'académie n'a pris aucune mesure contre lui, ce qui amène tout le monde à supposer qu'il appartient à une famille très influente. Kanto a conseillé à Kai de l'éviter complètement parce que sa personnalité est extrêmement mauvaise. Plus tard, alors que Kai traversait l'un des couloirs de l'académie, une belle fille aux longs cheveux noirs est passée près de lui. À ce moment-là, Kai a senti son cœur battre fort, et il s'est demandé si c'était son cœur, et non son esprit, qui se souvenait de cette fille. Il a conclu que le CN original qui était mort était probablement amoureux d'elle, mais il a réglé la question dans son esprit, déclarant que ses sentiments n'existent plus maintenant. Kai l'a complètement ignoré et est passé devant elle sans aucun intérêt, ce qui l'a surprise et choquée. Kanto a remarqué la scène et lui a expliqué que la fille était Lady Emma Kaz, la fille unique de la famille du comte Kaz. Il a expliqué que le CIEN original est tombé amoureux d'elle au premier regard et avait l'habitude de la suivre partout alors qu'elle le méprisait intensément, et cette relation à sens unique était connue de tous à l'académie.
Kanto s'est tourné vers Seiyuen exprimant son soulagement que Kai ait oublié ça et l'a ensuite exhorté à tenir bon et à rester fort. Cette nuit-là, Kanto dormait dans leur chambre tandis qu'un jeune homme aux cheveux noirs en désordre se faufilait par la fenêtre. Kai était éveillé et l'a confronté calmement, notant que ses pas étaient trop confiants pour un voleur, mais il n'avait pas d'intention meurtrière pour être un assassin. Le jeune homme s'est allongé sur le lit vide, et Kai a réalisé qu'il devait être leur troisième colocataire et s'est demandé pourquoi il entrait par la fenêtre au lieu de la porte. Le lendemain matin, Kanto s'est réveillé et a crié de terreur quand il a vu leur colocataire, Roko. Kai lui a calmement dit que Roko était arrivé la nuit dernière et que Kanto dormait si profondément qu'il ne l'avait pas senti. Roko était ennuyé par leur bruit et leur a immédiatement ordonné de se taire. Kanto s'est rapidement excusé auprès de Roko de l'avoir dérangé. Kai a regardé Roko et a réalisé qu'il était la même personne mystérieuse qu'il avait observée dans le jardin la veille. Kai a remarqué que Roko avait l'air épuisé et échevelé. Roko a sèchement demandé à Kai ce qu'il regardait. Kai a répondu avec désinvolture qu'il regardait ses cheveux et ses vêtements en désordre. Kanto est devenu nerveux face à la réponse audacieuse de CN et s'est précipité vers lui murmurant en panique, lui rappelant qu'il l'avait averti de ne pas s'impliquer avec cette personne. Kai a ignoré les avertissements paniqués de Kanto et a calmement demandé à leur nouveau colocataire, Roko, d'utiliser la porte au lieu de la fenêtre à l'avenir parce qu'entrer comme ça la nuit était ennuyeux. Ce commentaire a mis Roko en colère, qui a attrapé Kai par ses vêtements tandis que Kanto criait de terreur. Mais Kai, au lieu d'avoir peur, a mis sa main sur sa tête. Roko ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Kai s'est calmement excusé, expliquant qu'il est frustré quand il ne peut pas parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux, puis a soudainement changé de sujet, disant qu'il était temps de prendre le petit déjeuner. Kai a invité Roko à manger ensemble, mais Roko lui a dit de déguerpir, alors Kanto a demandé à CN d'arrêter de le provoquer. Kai les a ignorés et est parti, disant qu'il les verrait en classe. Roko est resté perplexe, se demandant ce qu'était ce jeune homme étrange. Kanto a rattrapé Kai et lui a demandé s'il avait perdu son sens de la peur en même temps que sa mémoire, lui rappelant à quel point Roko était dangereux et que l'ancien CN n'osait même pas le regarder dans les yeux. Kai a répondu sarcastiquement qu'il ne pouvait pas le regarder dans les yeux parce que ses cheveux les couvraient dans la salle à manger. Alors que Kanto essayait toujours de prévenir Kai, un autre étudiant, Robin, les a interrompus et a dit à Kai que Laurelnus voulait le voir. Kai a fait semblant de ne pas le connaître, alors Robin s'est énervé et lui a ordonné de venir dans leur salle de club juste après le cours. Après leur départ, Kai a demandé à Kanto qui était Elnus, et Kanto lui a dit que c'était la personne qui avait rendu la vie du CN original plus difficile. Kanto a commencé à raconter l'histoire. Lorsque CN s'est inscrit pour la première fois à l'académie, les étudiants s'intéressaient à lui pour sa beauté frappante. Mais avec le temps, en raison de sa personnalité têtue et de son complexe d'infériorité, tout le monde a progressivement commencé à le fuir. Pendant cette période, Elnus, le fils d'un duc qui était comme le souverain absolu au sein de l'académie, est apparu. Elnus a commencé à torturer Seiyuen cruellement comme s'il jouait avec un jouet, ce qui a poussé les autres élèves à éviter Seiyuen encore plus. Et, finalement, ils ont suivi le mouvement et ont commencé à le harceler aux côtés d'Elnus. Et Elnus ciblait à nouveau CN juste au moment où la perception des gens à son égard commençait enfin à changer. Kanto a ensuite essayé d'encourager Kai, lui conseillant de bien manger pour rassembler ses forces pour affronter ces brutes. Kai a été touché par cette sincère inquiétude et a esquissé un léger sourire, un simple geste qui a suscité l'émoi chez les étudiantes qui ont été charmées par son sourire. Kanto était déconcerté par l'intérêt des étudiantes pour Kai et a murmuré à Kai de ne pas sourire de cette manière nonchalante. Pendant ce temps, dans la salle de club, Laurelnus attendait avec impatience, en colère que CN ne soit pas encore arrivé. Alors qu'ils étaient sur la place de l'académie, Kai a remarqué que les étudiantes agissaient étrangement et différemment de d'habitude. Elles échangeaient de faibles murmures et rougissaient chaque fois que leurs yeux croisaient les siens. Alors il s'est tourné vers son ami, Kanto, et lui a demandé avec une curiosité sincère s'il trouvait leur réaction étrange. Kanto a souri largement et a répondu que cela prouve seulement que les filles ici sont étonnamment simples et que leurs cœurs peuvent être gagnés avec un seul sourire amical. En disant cela, Kanto s'est dit que l'apparence de son ami, Seiyuen, maintenant Kai, avait toujours été indéniablement attrayante, mais son vrai problème résidait dans son ancienne personnalité, qui était un mélange d'entêtement pathétique et d'introversion. Mais maintenant, après que sa personnalité ait radicalement changé et qu'il soit devenu plus calme et plus confiant, il n'était pas du tout surprenant que les gens recommencent à s'intéresser à lui. Bien que la grande majorité d'entre eux se sentent encore confus par cette transformation soudaine et aient des sentiments mitigés à son égard. Kanto a rassuré son ami Kai de ne pas trop s'inquiéter de ses regards, lui expliquant simplement que les filles le faisaient parce qu'elles commençaient à se sentir attirées par lui. Mais Kai, qui ne semblait pas intéressé par la question, a soudainement changé de sujet, se demandant sérieusement pourquoi il n'avait pas encore vu cette personne nommée Roko dans la salle de classe. Dès que Kai a prononcé le nom de Roko, Kanto s'est figé sur place et son visage est devenu pâle comme s'il avait entendu le nom d'un fantôme. Et lorsque Kai a calmement ajouté qu'il avait entendu dire que Roko était censé être dans leur classe, Kanto l'a rapidement et catégoriquement nié,
lui rappelant d'un ton tendu qu'il lui avait dit à maintes reprises que Rocco était le fauteur de trouble numéro 1 de l'académie, quelqu'un à éviter à tout prix. Puis, dans une tentative désespérée de distraire Kai, Kanto a demandé avec un sarcasme évident s'il avait déjà vu de sa vie un fauteur de trouble assister régulièrement au cours. À ce moment précis, comme si le destin se moquait de lui, la porte de la classe s'est ouverte d'un coup et a claqué contre le mur avec fracas, et Rocco est entré avec son aura intimidante. Kanto a été frappé par un choc qui a paralysé sa langue et a fait écarquiller ses yeux de terreur. Alors que Kai répondait avec un calme parfait, comme si de rien n'était, qu'il venait de voir un fauteur de troubles assister au cours. Kanto s'est penché et a murmuré à son ami d'une voix tremblante que c'était très étrange parce que Rocco ne vient jamais ici d'habitude. Pendant ce temps, les autres élèves de la classe ont commencé à prier silencieusement et à murmurer des prières, espérant que Rocco ne choisirait pas de s'asseoir près d'eux. Mais Kai, dans un geste qui a surpris tout le monde et horrifié Kanto, a calmement levé la main et a dit à Rocco qu'il y avait une place vide juste à côté de lui. Kanto a paniqué face à cet acte audacieux et imprudent. Rocco a regardé Kai avec un regard froid et a demandé pourquoi il montrait du doigt, affirmant grossièrement qu'il pouvait parfaitement voir la place vide, et il semblait extrêmement agacé par cet accueil inattendu. Rocco l'a complètement ignoré puis s'est dirigé vers un autre élève assis à proximité et l'a appelé par son nom. Et le pauvre élève a sauté de son siège de terreur et lui a immédiatement offert sa place. Kanto a réprimandé son ami Kai d'une voix basse, à peine audible, se demandant pourquoi il continuait à faire ça alors qu'il l'avait averti à plusieurs reprises d'ignorer Rocco et de ne pas attirer son attention. Kai a répondu avec un léger sourire énigmatique que son regard est naturellement et involontairement attiré par la seule personne de cet endroit qui a une aura rebelle et distinctive et qu'il pense qu'être en compagnie de quelqu'un comme lui serait certainement une expérience agréable. Un jour plus tard, alors que le silence régnait dans leur chambre commune, Kanto a demandé à Kai, qui était allongé sur son lit plongé dans un livre, quels étaient ses projets pour la journée. Kai a levé les yeux du livre et a calmement demandé en retour si ce jour était spécial pour une raison quelconque. Kanto a expliqué avec enthousiasme que c'était un jour férié officiel sans cours et s'est demandé avec incrédulité si Kai avait vraiment l'intention de rester dans sa chambre toute la journée. Kai a confirmé qu'il avait effectivement l'intention de faire exactement cela. Mais Kanto, plein d'énergie, a insisté pour qu'ils sortent ensemble pour profiter du beau temps. Et bien que Kai lui ait clairement dit qu'il n'avait aucune envie de sortir, Kanto n'a pas voulu entendre raison, lui attrapant la main et le tirant obstinément hors de la pièce. Dès qu'ils furent dans la rue, animés de vie et de son, Kanto exprima son immense joie d'être sorti de la pièce étouffante et suggéra de se diriger d'abord quelque part pour une collation légère. Kai a accepté avec une indifférence évidente, mais il avait à peine fait quelques pas qu'il s'est arrêté brusquement et s'est figé sur place. Regardant avec surprise et concentration quelque chose en bas de la rue, Kanto remarqua son arrêt soudain et demanda avec une inquiétude sincère ce qui n'allait pas chez lui, l'inquiétude étant claire sur son visage. Kai a répondu d'une voix calme et directe qu'il avait vu Rocco. Kanto a demandé à Kai, confus, où ils allaient maintenant que les plans avaient changé, ce à quoi Kai a simplement et sans hésitation répondu par une invitation à le suivre. Kai est parti d'un pas rapide après Rocco qui marchait dans une ruelle annonçant à son ami hésitant qu'il allait le suivre pour voir où il allait, ce qui a choqué et stupéfait Kanto, mais il a suivi à contre-cœur. Kai a continué à suivre Rocco à une distance de sécurité à travers les ruelles jusqu'à ce qu'ils atteignent l'entrée d'une vieille taverne isolée. Kanto a essayé une dernière fois d'empêcher Kai d'entrer, lui rappelant d'un ton désespéré qu'il ne gagnerait rien de bon à provoquer quelqu'un comme Rocco. Mais Kai l'a rassuré avec un sourire calme qu'il serait prudent, puis est entré avec assurance. Un homme âgé à l'air aimable, le propriétaire de la taverne, les a accueillis et leur a souhaité la bienvenue, notant qu'il ne les avait jamais vus ici auparavant. Kai a immédiatement repéré Rocco assis seul dans un coin sombre, buvant dans une grande chope. Il a donc choisi une table voisine et s'est assis avec Kanto, qui était agité d'anxiété sur son siège. Le propriétaire s'est approché et a demandé à Kai s'il connaissait le jeune homme assis là-bas, Rocco, ce à quoi Kai a honnêtement répondu qu'il ne se connaissait que de nom et rien de plus. L'homme leur a servi 2 boissons fraîches, s'excusant gentiment qu'elles ne soient pas alcoolisées en raison de leur jeune âge, et les a invités à boire à leur guise car ils étaient ses invités. Kai l'a remercié poliment puis a commencé à boire la boisson avec une rapidité et une véracité qui ont étonné Kanto. Dès que Kai a terminé sa boisson, il a soudainement et inopinément annoncé qu'il partait maintenant, ce qui a dérouté Kanto qui lui a demandé d'attendre un peu. Kai est allé voir le propriétaire pour payer les boissons qu'il leur avait servies, mais le vieil homme a refusé de prendre son argent, expliquant avec un sourire que c'était bon puisqu'ils étaient apparemment les amis de Rocco. Kai a répondu avec politesse et respect qu'ils n'étaient pas encore amis, mais qu'il accepterait volontiers sa générosité à l'avenir lorsqu'ils deviendraient vraiment amis. Après que Kai et Kanto aient quitté la taverne, le propriétaire a gloussé doucement et s'est approché de la table de Rocco, lui racontant ce que Kai venait de dire et commentant que ce jeune homme semblait être une personne vraiment intéressante. Mais Rocco a répondu avec une froideur totale sans lever les yeux de sa chope qu'il n'était pas intéressé du tout. Dehors, Kanto a demandé à son ami Kai la raison de leur départ précipité après tous les ennuis qu'ils s'étaient donnés pour y arriver.
Kai a calmement expliqué qu'il sentait que cet endroit était comme un sanctuaire privé pour Rocco et qu'il l'avait initialement suivi par pure curiosité pour voir où il allait, mais qu'il ne voulait pas envahir la vie privée de quelqu'un qui se reposait dans son espace sûr. Kanto a regardé son ami et a été une fois de plus convaincu qu'il était une personne vraiment excentrique. Il l'a ensuite exhorté à se dépêcher de sortir de cette ruelle sombre à propos de laquelle il y avait de mauvaises rumeurs d'agression et de vol. Mais avant qu'ils ne puissent reprendre leur chemin, un cri aigu à l'aide a atteint leurs oreilles depuis une ruelle adjacente. Ils se sont précipités pour regarder et ont vu un groupe d'hommes entourant deux filles et les harcelant clairement, et l'une des filles était Emila, qu'ils connaissaient. Kanto a crié avec colère et inquiétude qu'il devait intervenir et aider les deux filles immédiatement, mais il a été surpris par la réaction calme et indifférente de Kai. Kai a rappelé à son ami qu'ils avaient déjà vu Emila comme si cela ne le concernait pas, point sur lequel Kanto lui a crié avec colère, pointant du doigt l'autre fille qui tremblait à côté d'elle. Kanto a crié à Kai, sa voix remplie de colère et de panique, affirmant que la fille qui se tenait là était sa jeune sœur, et il se demandait avec un choc total comment il avait pu oublier si facilement le visage des membres de sa propre famille. Au milieu de sa panique extrême, Kanto s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chance de vaincre tous ces hommes coriaces seuls. Il s'est donc tourné vers Kai et lui a demandé d'attendre ici pendant qu'il allait aussi vite qu'il le pouvait pour obtenir l'aide des gardes. Kai est resté immobile, répétant les mots aux jeunes sœurs avec confusion et désarroi comme s'il les entendait pour la première fois. Pendant ce temps, la fille qui était censée être sa sœur racontait à son amie, Emma, plutôt comment elle avait décidé de sortir avec elle pour se promener dans les rues de la ville puisqu'il n'y avait pas de cours ce jour-là. Elle se souvenait avoir entendu une rumeur concernant un marchand vendant des bijoux rares et précieux au fond d'une ruelle, alors elle est devenue curieuse et a décidé d'entrer un peu pour le chercher. Mais, malheureusement, elle ne l'a pas trouvé. Et soudain, elle et son ami se sont retrouvés violemment entraînés dans une ruelle sombre et déserte par un groupe de voyous à l'air intimidant, et les méchants souriaient d'un sourire terrifiant qui révélait leurs intentions malveillantes et diaboliques envers les deux filles. Emma, l'amie de la fille, a essayé d'utiliser l'influence de sa famille pour les menacer en révélant son identité prestigieuse, mais ils n'ont prêté aucune attention à sa menace. Et l'un d'eux lui a dit avec un ricanement qu'il se débarrasserait d'elle après s'être amusé avec elle dans un endroit secret où personne ne pourrait la trouver. Puis il a attrapé durement le visage de la sœur de Kai, lui disant d'arrêter de pleurnicher et de pleurer. Dans une tentative désespérée et vaine de se défendre, la sœur de Kai a rassemblé tout son courage et a mordu la main de l'homme avec une force inattendue. L'homme a crié de la soudaine douleur intense et pendant un moment n'a pas pu croire qu'elle avait réellement osé le mordre. Puis il est entré dans une rage folle, et alors qu'il levait la main et s'apprêtait à la gifler violemment, elle a fermé les yeux fermement, s'attendant au coup douloureux, mais elle n'a rien senti. Elle a lentement et prudemment ouvert les yeux pour constater que Kai était intervenu à la dernière seconde, attrapant le point fort de l'homme et l'arrêtant en plein vol. Kai s'est excusé auprès de l'agresseur avec un calme étrange, mais lui a dit d'un ton ferme et froid qu'il ne pouvait pas lui permettre de blesser cette fille. L'agresseur lui a demandé avec une grande colère qui il était et pourquoi il s'immisçait dans des affaires qui ne le concernaient pas, ce à quoi Kai a répondu calmement et avec assurance qu'il était son frère. La jeune fille a été complètement choquée par cette réponse inattendue. Kai a poliment demandé à l'homme de reculer et de laisser les deux filles tranquilles, mais ce dernier a refusé avec colère et obstination, jurant de le battre jusqu'à ce qu'il rampe sur le sol en implorant grâce. Kai l'a interrompu froidement, lui demandant d'attendre un instant. Puis il a sorti un mouchoir blanc propre de sa poche et s'est essuyé la main qui avait touché l'agresseur. Après avoir senti que tout allait bien maintenant, il a dit à l'agresseur avec un sourire qu'il pouvait maintenant reprendre son attaque à sa guise. L'homme a explosé de rage, pensant que Kai se moquait de lui en l'humiliant, affirmant que ses mains étaient si sales qu'il avait besoin de les nettoyer après l'avoir touché. Et il s'est jeté sur lui avec son poing de toutes ses forces, mais Kai a esquivé le coup avec une grâce et une agilité incroyables. Kai a attrapé le bras de l'agresseur qui chargeait et, d'un mouvement rapide, a appuyé sur un point nerveux spécifique de son bras, ce qui a fait pousser à l'homme un cri aigu de douleur intense et atroce. Kai l'a rassuré d'un ton calme et effrayant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Bien que la douleur soit très vive maintenant, il serait à nouveau capable de bouger son bras normalement demain matin. Alors que le deuxième agresseur voyait ce qui était arrivé à son compagnon et se précipitait vers lui avec colère, brandissant un poignard, Kai a facilement esquivé son attaque et lui a offert quelques conseils amicaux. L'agresseur a de nouveau essayé de poignarder Kai avec le poignard, mais Kai a fermement attrapé son bras et l'a maintenu en place, l'avertissant à voix basse que s'il continuait à blesser les gens de cette façon, il ne mourrait jamais paisiblement à l'avenir. Lui expliquant que les rancunes et les âmes des morts portent un pouvoir bien plus grand qu'il ne pourrait jamais l'imaginer, Kai a augmenté sa pression sur le bras de l'homme et ce dernier a crié de douleur. Suppliant, Kai a regardé le reste des agresseurs et leur a calmement demandé s'ils voulaient encore continuer à se battre, affirmant qu'il avait amplement le temps de s'occuper de chacun d'eux un par un. Alors ils ont eu peur et se sont enfuis, se dispersant dans toutes les directions. Après que les assaillants aient disparu dans l'obscurité, Emma s'est approchée de Kai et l'a remercié pour son intervention et d'avoir sauvé sa copine et elle. Mais Kai est passé devant elle sans lui prêter attention, comme si elle n'existait pas. Il s'est approché de sa sœur, qui était encore sous le choc,
et lui a demandé avec une sincère inquiétude si elle allait bien et si elle pouvait se tenir debout. Elle a répondu à voix basse qu'elle allait bien, mais dès qu'elle a essayé de se lever seule, elle a grimacé de douleur. Kai remarqua qu'elle s'était peut-être tordu la cheville pendant la bagarre et lui proposa de la soutenir pour qu'elle puisse marcher, mais elle refusa brusquement et lui dit de la laisser tranquille. Kai répondit calmement et avec insistance qu'il lui était impossible de la laisser dans cette situation difficile et de partir. Elle fut touchée par ses mots et son regard sincère, et après un moment d'hésitation, elle accepta finalement son aide pour se lever, et ils quittèrent l'endroit ensemble, lui la soutenant attentivement pour qu'elle puisse se déplacer. À ce moment crucial, Kanto est arrivé avec un groupe de gardes. Kanto demanda à son ami Kai où il était passé tout ce temps. Kai lui dit qu'il avait une affaire urgente à régler et lui demanda de s'occuper des deux filles maintenant, ce à quoi Kanto accepta immédiatement. Kanto se demanda où étaient les autres hommes qui les avaient attaqués. Alors que le garde demandait à Emila si tout le monde allait bien, Emila répondit par l'affirmative, fixant le dos de Kai alors qu'il s'éloignait avec un ressentiment évident. Kanto lui demanda alors à nouveau si elle avait été blessée de quelque manière que ce soit, et depuis le toit d'un bâtiment sombre voisin, Roko était assis et regardait toute la scène en silence, pensant que ce garçon, Kai, n'était pas du tout une personne ordinaire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.